Amis du blues, bonsoir. En direct pour le numéro 5 d'Abatton rompu avec ce soir Valérie Bugot et Marion Sigaud. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part en me disant tout le bien que vous pensiez de ces deux personnes, bien que je partage naturellement avec vous. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de t'accueillir, ma chère Marion Sigaud, ma chère Valérie Bugot. Nous, Valérie, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises et je suis particulièrement heureux de te revoir ici. Marion, c'est la première fois que nous parlons et j'espère que ce ne sera que le début d'une grande histoire parce qu'évidemment, comme je te l'ai dit hors antenne, tu es quelqu'un qui a agi comme un rayon lumineux dans ma modeste culture généraliste et qui m'a permis de découvrir bien des choses sur la Révolution française, éléments que j'utilise d'ailleurs désormais dans les articles que je publie sur Mediazone. Bienvenue à vous deux. Merci Eric. Merci de l'invitation. Merci à vous. Alors ce soir, Valérie, je vous ai invité toutes les deux pour parler d'un sujet précis, les groupements d'intérêt qui figurent dans ton projet sur ton site internet, que j'ai évidemment consulté et étudié avec beaucoup d'attention. Et Marion, donc, tu vas nous parler donc des corporations dont sont inspirés le projet de Valérie. Ce soir, je vais être plutôt un auditeur, je vais être très attentif à ce que vous allez nous expliquer, parce que moi aussi, je suis curieux de savoir comment on peut articuler tout ça et comment le rendre concret aujourd'hui dans notre vie quotidienne, puisque vous savez que dans 3 jours, 40% des médecins et des infirmières et infirmiers vont se retrouver au chômage, compte tenu du fait... Oui, ben, c'est un principe qui risque malheureusement de se concrétiser dans 3 jours, ma chère Marion, puisque le docteur Éric Loridan m'a dit dans 3 jours, je ne suis plus médecin. Alors, je ne suis plus médecin employé par l'hôpital qu'il employait. Il reste médecin et le savoir qu'il a reste. Maintenant, il faut lui expliquer comment son savoir peut être mis au service de la collectivité d'une manière légale dans un état de non-droit. Difficile, alors, la quadrature du cercle. Oui, eh ben, je compte sur toi, Valérie, pour nous expliquer cette quadrature du cercle. Oui. À toi la parole. Oui, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est dans un état de non-droit et le système de demain s'inscrit dans la reconstruction d'un système de droit. Donc, en réalité, la difficulté, ça sera de faire la transition entre le système actuel et le système que je propose. Je voulais insister sur le fait que du modèle dont je me suis inspirée. Je me suis inspirée des corporations d'Ancien Régime. Bien évidemment, ce que je propose n'est pas exactement les corporations d'Ancien Régime, parce que vous savez que ça ne concernait que l'artisanat et le commerce, que moi j'ai étendu ça à toutes les différentes composantes de la société. Mais néanmoins, le fonctionnement inhérent de ces de mes groupements d'intérêt est calqué sur le fonctionnement des groupements, des corporations d'Ancien Régime. C'est la raison pour laquelle je pense que ça sera très intéressant d'écouter Marion, qui a bien travaillé sur ces sujets et qui pourra nous décrire, en tout cas dans les grandes lignes, ce qu'étaient réellement les corporations d'Ancien Régime, dont on a une idée très, très, très vague actuellement, parce que c'est très mal enseigné, l'histoire est très mal enseignée, et par ailleurs, ce sujet est pollué par le corporatisme que nous avons connu sous Vichy. Alors, le corporatisme de Vichy s'inscrivait dans le cadre d'un État parlementaire, en tout cas dans le cadre où ces corporations avaient partie liée avec le pouvoir exécutif, c'est-à-dire étaient une émanation du pouvoir exécutif. Or là, c'est exactement l'antithèse de ce projet qui avait lieu dans l'Ancien Régime et qui aura lieu, qui est le modèle que j'ai choisi pour la réforme des institutions. Donc, c'est très important de comprendre que ce modèle de corporation d'Ancien Régime était un modèle extrêmement démocratique, comme Marion va nous l'expliquer, et c'est un modèle qui est très qui s'oppose à la scission entre le pouvoir et la responsabilité, c'est-à-dire qu'à chaque personne qui a du pouvoir correspond à une responsabilité afférente.
Et donc, je vais laisser la parole à Marion qui va nous parler des corporations d'Ancien Régime. Merci en tout cas, Marion, d'avoir accepté d'être parmi nous. C'est un vrai plaisir. Je suis très heureuse de te revoir. Bon, merci, je suis très contente de te voir toujours, Valérie. Je voudrais quand même spécifier avant de commencer que je n'ai pas étudié les corporations dans leur constitution, mais dans leur fin, dans leur mort. Hein. C'est surtout la mort des corporations que j'ai étudiée, puisqu'elle correspondait à la période que j'étudiais. Et je l'ai fait à partir de l'excellentissime travail d'un monsieur qui s'appelle Stephen Kaplan, qui est absolument incontournable dès qu'on veut comprendre la fin de l'Ancien Régime, que ce soit au niveau du commerce des grains ou de la fin des corporations. Stephen Kaplan s'est fait vraiment une spécialité d'expliquer comment le libéralisme a tué l'Ancien Régime. Et sans lire Stephen Kaplan, on ne comprend pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a vraiment un avant et un après. Donc, moi, je ne peux pas vous raconter comment se sont constituées les corporations, parce que ça date du Moyen-Âge, et que le Moyen-Âge, je ne l'ai pas étudié et que ça n'est pas mon sujet. Mais en étudiant à la lumière des travaux de Stephen Kaplan comment on a supprimé les corporations, on comprend ce qui s'est passé. Et je voudrais, pour dire 2 mots des corporations, d'abord dire 2 mots du mode de fonctionnement de l'Ancien Régime. Le mode de fonctionnement dans l'Ancien Régime, les décisions sont prises de bas en haut. C'est-à-dire que les décisions à la base sont prises par le peuple, pour le peuple, et on ne monte en hiérarchie que pour ce qui concerne justement tout ce qui n'est pas les décisions de la base. Je m'explique. L'idée, par exemple, sous l'Ancien Régime d'un ministère de l'Éducation, c'est complètement aberrant. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les maîtres d'école sont choisis par les communautés, prenant les maîtres d'école dans les villages. Le village vote un budget pour payer un maître d'école. Il demande à son curé ou à qui ou quoi de lui trouver un bon maître d'école. On recrute, on passe des annonces, on va chercher, on fait venir plusieurs maîtres d'école, on les écoute et on décide d'en prendre un et on lui impose un programme. Dans ce système, qu'est-ce qu'un ministre de l'Éducation nationale va faire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le village décide à la base pour lui-même. Et les 36 000 communes d'aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque, c'était l'équivalent en paroisse des villages blottis autour de leur clocher qui prenaient toutes les décisions qui concernaient leur vie quotidienne. À l'heure actuelle, les décisions les plus proches de nous sont prises de plus en plus loin. C'est juste l'inverse. Le monde dans lequel nous vivons, c'est l'exact opposé de ce qui avait lieu jusqu'à la Révolution française. Donc, la démocratie telle qu'elle était appliquée dans les villages, c'est ce que je viens de vous dire, mais dans les métiers, ça relevait de la même chose. C'est-à-dire que les gens étaient organisés en métiers, chaque métier était organisé pour lui-même. Et ce qu'on appelait les privilèges, et c'est ça qui est important à savoir, c'est ce qu'une corporation qui se constituait obtenait du roi. Je m'explique. Vous avez par exemple un nouveau métier qui vient d'émerger, par exemple l'informaticien. Bon, ça n'existait pas avant. Les informaticiens vont se réunir, ils vont discuter entre eux de la formation qui est nécessaire pour devenir informaticien, de l'éthique professionnelle à laquelle ils veulent se référer. C'est absolument indispensable, des moyens qu'ils veulent mettre en commun pour se constituer en corporation des informaticiens, et ensuite ils vont aller voir le roi. Il a dit: voilà, Majesté, nous avons un nouveau métier, nous vous demandons le privilège d'organiser ce métier. Voilà quels sont nos statuts, voilà ce que nous voulons faire. Et à ce moment-là, le roi dit: je vous accorde le privilège, c'est-à-dire la loi privée, c'est-à-dire que ce que je vous accorde pour faire fonctionner la corporation des informaticiens, ça ne concerne pas les autres corporations. C'est un privilège. Et l'abolition des privilèges à la Révolution française, c'est d'abord et avant tout l'abolition de toutes les règles qui concernaient les corporations. Hein? Donc, les métiers étaient organisés en corporation du bas en haut. Du bas en haut. Les gens s'organisent d'abord en métier. Alors, la corporation, elle assurait quoi? Elle assurait elle avait une exclusive. Une fois qu'une corporation avait le privilège d'organiser un métier, on ne pouvait pas exercer ce métier en dehors de la corporation. Et pour entrer dans le métier, il fallait accepter les règles du métier. Alors, c'était à la fois des règles morales, c'était des règles de savoir-faire, c'était des règles salariales. On ne pouvait pas vendre un travail en dehors du prix qui avait été fixé par la corporation, mais par la corporation elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Bruxelles qui va dire: bon, à partir de maintenant, le salaire minimum va être de temps, ça va être pour tout le monde pareil. Non, c'est juste l'inverse. C'est chaque corporation qui va dire: pour nous, le salaire va être de temps, la formation va être de temps. Et la formation était un élément absolument primordial de la corporation. Ça s'appelait l'apprentissage. L'apprentissage durait très longtemps et il permettait
à quelqu'un sorti du ruisseau qui passait par les règles de l'apprentissage de la corporation, pouvait être né dans le ruisseau et devenir maître et côtoyer et tutoyer les plus grands. Parce que on était, par exemple, on avait été repéré par, je sais pas, on avait été ramassé dans le ruisseau. Vous voyez ce que je veux dire, dans le ruisseau, le pauvre petit gars. Il vient donc en apprentissage chez moi. Après l'apprentissage, il passe sa maîtrise, il devient un jour maître, et puis un jour, il peut, je sais pas, s'il est devenu horloger, il peut aller présenter ses horloges à la cour. Hein, c'est le principe. Donc, la corporation, elle assure l'apprentissage. L'apprentissage est long, il est très certainement besogneux, il est très sérieusement fait et il aboutit à du travail. Il aboutit à du travail. Une fois qu'on a l'art du métier, une fois qu'on sait faire et qu'on a accepté de toute façon, si on n'accepte pas, on n'opérera pas. Mais une fois qu'on est véritablement devenu expert dans ce qu'on sait faire, eh bien, on a du travail. On aura forcément du travail. On aura toujours du travail. Et c'est le principe. Alors, les corporations d'Ancien Régime, il faut savoir qu'elles sont régies par comment dirais-je, la religion catholique. La société d'Ancien Régime est catholique et les corporations se retrouvent à la messe, elles ont leur saint patron, etc. Ce sont des corporations catholiques. Alors évidemment, le monde dans lequel nous vivons, ça a singulièrement changé depuis, mais il n'en reste pas moins on est obligé, si on veut travailler ensemble, d'avoir une morale commune. Et en l'occurrence, la religion catholique sous l'Ancien Régime, c'est ça la morale commune. C'est la morale commune. Hein, et si à l'époque on ne veut pas, et je l'ai croisé, on ne veut pas de juifs dans les corporations, ben c'est parce qu'on dit qu'on ne pourra pas avec eux faire un certain nombre de choses qu'on fait sans eux. Voilà. Donc il n'y avait pas de juifs dans les corporations. Bon, c'est comme ça. C'était comme ça sous l'Ancien Régime. Donc l'abolition des corporations a consisté à vouloir briser tous ces liens, à vouloir briser toutes ces règles, toutes ces normes, et à jeter le monde de travail dans la barbarie, ce qu'on appelle la barbarie économique, hein, j'aime bien l'expression, qui consiste à dire un contrat de travail, c'est un contrat libre entre un employeur libre et un ouvrier libre, c'est-à-dire un renard libre dans le poulailler libre. En fait. C'est le principe. C'est le principe. Donc la corporation était extrêmement contraignante. Il était très dur d'y entrer, mais une fois qu'on était rentré et qu'on se pliait, on y arrivait, quoi. On y arrivait. Il n'y avait pas de chômage dans la corporation. Et les corporations avaient des trésors de guerre. Alors, les corporations, elles assuraient quoi? C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Elles assuraient l'équivalent de la sécurité sociale, l'assurance veuvage, l'assurance chômage, l'assurance invalidité, la retraite. Les corporations assuraient tout ça à ses membres. Hein? Quand on est dit, nous on a inventé la sécurité sociale, il a fallu d'abord la supprimer pour la réinventer 150 ans après. Hein? Un ouvrier qui se casse la jambe et qui ne peut plus travailler, il sera secouru. Il sera secouru jusqu'à ce qu'il puisse travailler de nouveau. Et les corporations avaient des trésors de guerre qui leur appartenaient, hein, qui leur permettaient, par exemple, de faire de la bienfaisance en grand. Par exemple, je me souviens d'une anecdote que j'ai un petit peu étudiée. Il y a eu un incendie terrible, l'incendie du Petit Pont à Paris en 1718. Et les corporations sont venues en disant voilà de quoi secourir les sinistrés. Enfin, voilà, les corporations sont des sociétés dont on est fier d'être membre, dont il faut mériter d'être membre, et une fois qu'on l'a, on a son statut social. Je veux dire, être incorporé, c'est être un monsieur ou une dame. Il y a des corporations de dames, hein, des bouquetières, c'était pas les... Voilà. Oui, Valérie. Écoute, Marion, ce que tu es en train de dire m'inspire une petite remarque et une réflexion générale. C'est de dire que, en réalité, dans ce système-là, chacun a sa place dans la société, alors que nous vivons actuellement une société dans laquelle de moins en moins de personnes ont leur place. Et c'est une anomalie politique rare. Hein. Alors, c'est pas du tout une anomalie. Alors, chère Valérie, je vais te dire, c'est un plan. Je vais te demander une petite seconde. Je vais ouvrir un document. Que j'ai étudié avant que vous arriviez. Je voulais souhaiter la bienvenue à Christophe Cléré qui est là depuis 5 minutes. Marion, je sais bien que ça, c'est un plan. Mais bonsoir, Christophe. Ce que je voulais dire, c'est que l'isolement de l'individu était considéré par les corporations comme une déchéance morale. Et la nouveauté au moment de l'abolition des corporations, on dit l'isolement de l'individu sera la base de l'initiative individuelle qui va permettre l'intérêt général. C'est-à-dire que l'isolement de l'individu, c'est un programme assumé. On va
isoler les individus, et une fois qu'ils seront isolés, tout va marcher pour le mieux. Voilà. Donc, Oui. ça a été un plan, ça a été voulu. Alors que les corporations disaient, grâce à nous, l'individu n'est pas isolé, il est incorporé, il a une famille. Et le sentiment d'appartenance de l'ouvrier incorporé va, alors d'abord à sa femme et à ses enfants, ça on est d'accord, mais à sa corporation, alors qu'à la Révolution, on a dit non, la loyauté doit aller à l'État, à la République, à ce qui est le plus éloigné. Ça a été vraiment une abolition du sentiment d'appartenance voulu, planifié. L'individu doit être roi, et plus il est isolé, et plus il sera roi de lui-même. C'est intéressant parce que du coup, on comprend mieux que les planifications actuelles datent de cette époque-là. Enfin, bon. Absolument. Et tout ça, ça a été théorisé. Hein. Tout ça, ça a été théorisé. Je voulais faire la même remarque que Valérie. Au fond, les corporations favorisaient la cohésion sociale. Absolument. Et le fait que, voilà, le fait qu'on les ait effacés de l'histoire favorise l'individualisme et l'isolement des individus. Donc, l'isolement favorise la fragilité des individus. C'est le but recherché, justement. Et alors, ce que je voudrais dire concernant l'importance des corporations pour la cohésion sociale, dans un système organisé comme les corporations, il n'y a pas besoin de police. Je m'explique. Si un individu isolé vole et que personne ne le voit, tout va bien. Je veux dire, tout va bien pour lui. C'est la catastrophe pour la société parce qu'il y a des tas de voleurs qui s'égayent partout et qu'on n'arrive pas à les rattraper. Mais un voleur dans une corporation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment un ouvrier incorporé peut-il être un voleur? Mais s'il a volé, si c'est avéré, on le chasse. C'est fini. C'est terminé, on n'a pas besoin de police. La corporation fait sa propre morale et sa propre police. Je vais vous donner un exemple. Alors, ça ne parle pas de voleur, c'est plus grave, vous allez comprendre, vous allez retrouver mon sujet. Il y a un jour un type qui travaillait dans l'imprimerie, je crois, et qui a été surpris à mettre la main au panier à des petits garçons. Enfin bon, il faisait les sorties d'école. Il a été pris pour on appellera ça aujourd'hui pédophilie. À l'époque, c'est pas comme ça qu'on disait, mais c'était ça. Et quand il est retourné au boulot, dehors, fini, terminé. Un type qui va arriver et qui a battu sa femme, ça sera la même chose. Comment tu dis? Dehors. C'est-à-dire que la corporation, le regard que les autres portent sur l'ouvrier incorporé fait qu'il se sent obligé de se conduire correctement. C'est pour ça que je dis qu'il faut une morale commune. C'est pour ça qu'il faut une morale commune. Si on n'a pas une morale commune, on n'arrivera pas à imposer ça. Mais la police ne sert à rien, là. Pourquoi faire? Et d'ailleurs, au moment où on a aboli les corporations, on a immédiatement développé les services de police. Ça a été concomitant. On supprime les corporations et on envoie la police dans les rues. Alors qu'avant, non. La police était faite par la corporation elle-même. Mais pas par la corporation du sommet. Les gens, comment ça? On ne veut pas de voleurs chez nous. Il n'y a pas de violeurs chez nous. Il n'y a pas de maricogneurs chez nous. Ça n'existe pas. Comporte-toi bien. Et il n'y a même pas besoin de le dire. Je veux dire, c'est induit. C'est le regard des autres. C'est comment il disait, Étienne Chouin, il nous racontait ça. Ça vient du fait, si je peux me permettre, qu'en réalité, chacun aussi a sa place. Et donc, sa place, il faut la tenir. Donc, c'est toujours l'histoire de pouvoir et responsabilité. Et c'est ce vers quoi nous devons retendre. Alors, si je peux me permettre une toute petite intrusion dans cette conversation très, très passionnante, je voulais effectivement, comme l'avait signalé tout à l'heure Eric, présenter Christophe. S'il vous plaît, merci. Christophe, bienvenue. Qui gère mon site internet, qui est formidable et qui a fait un travail formidable sur les groupements d'intérêt que je propose. Et donc, il est à même d'avoir une interaction avec Marion, avec moi et éventuellement avec Eric également. De façon à pouvoir peut-être éclaircir certains sujets qui semblent obscurs pour les populations, les gens qui vivent aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas le sujet des corporations.
et que il y a quand même une différence aussi d'autre part entre la réalité des corporations d'Ancien Régime et les corporations que je propose qui seront le monde de demain. Parce que, comme l'a signalé Marion, nous ne sommes plus dans le contexte catholique de l'époque et donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas être… Donc la réforme que je propose, c'est en fait une fusion de ce qui a marché dans l'Ancien Régime avec ce qui a marché dans les régimes qui ont suivi. Donc ce n'est pas une réfaction à l'identique des corporations de l'Ancien Régime, mais c'est comment dirais-je, la structure de fond, de fonctionnement de la corporation est effectivement, s'inspire effectivement du modèle d'Ancien Régime. Voilà. Alors Christophe, je ne sais pas, tu es arrivé un tout petit peu après le début, mais est-ce que tu as des remarques déjà ou des questions à poser à Marion ou Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et je trouve que le point commun entre ce que décrivait Marion et ta réforme des institutions, c'est de remettre l'être humain au sein d'un groupe qui le représente, qui le protège. Nous avons une particularité, c'est d'opérer des synergies qui sont très fortes dans le groupe par la transcendance de ce que les émotions, les êtres humains peuvent apporter. Et on s'est privé de ça en coupant les gens, en les rendant de plus en plus individuels. Donc, l'amélioration naturelle que Valérie apporte à cette vision un peu ancienne des corporations, c'est d'intégrer tous les domaines d'activité et non pas que les métiers. Donc, de vraiment intégrer toutes les tranches de la société et toutes les personnes de la société, quel que soit leur domaine d'activité. Et ainsi pouvoir les intégrer à un groupe qui va les défendre et les représenter, si tant est qu'ils n'aient même pas eu le temps d'aller eux-mêmes militer ou participer à un groupe en intérêt. On n'est pas tous habilités à le faire, on n'a pas tous le temps de le faire, mais en tout cas, on doit être protégé et représenté politiquement par ces groupements. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel parce que, indépendamment des aspects techniques de l'organisation des groupements d'intérêt, la base, c'est quand même de nous ramener à notre humanité. Expliquer aux gens qu'au fond, si la cohésion sociale aujourd'hui n'existe plus, si on est dans un système où l'individualisme est privilégié et a pour conséquence de fragiliser les individus, il faut qu'on revienne aux fondamentaux et comme le disait Christophe, il faut remettre l'être humain au centre et expliquer aux gens, voilà, vous avez tout intérêt humainement à vivre selon ce système-là, parce que d'abord, vous ne serez plus isolés, ensuite, vous bénéficierez de l'assistance de tous les autres autour de vous, et que bien évidemment, unis, nous sommes plus forts. C'est la base. Ensuite, les détails techniques, ma chère Valérie, c'est à toi de jouer. Avant de rentrer dans les détails techniques, je voulais vraiment insister sur le fait que ce qui est important également dans les corporations, enfin dans le modèle corporatif, donc que je transforme et que j'appelle groupement d'intérêt, c'est le fait qu'à chaque pouvoir correspond une responsabilité. Donc quand un problème se pose dans la société, quel que soit le niveau du problème et quel que soit le problème de fond, eh bien vous avez toujours un interlocuteur. Et cet interlocuteur, il a exactement la responsabilité qui correspond au pouvoir de régler le problème. Donc, si ça ne se passe pas bien, c'est lui qui sera attrait et c'est lui qui aura à répondre de ses actes qu'il a fait ou pas fait du reste. Donc, c'est très important de comprendre que ce système-là, c'est le système politique par excellence. C'est-à-dire que chaque individu a sa place et a une représentation politique en lui-même sans faire d'effort dans sa vie quotidienne. Il représente une partie politique qui forme l'État. Donc, c'est un changement tout à fait radical, définitif et de paradigme que les gens ont du mal, en effet, à percevoir. Avec Christophe, on s'est rendu compte que quand on essaye de parler des groupements d'intérêt, on se heurte à tout un tas de réponses qui moi, me sidèrent. Christophe a un peu plus de souplesse que moi. Écoute, Marion, quand j'ai commencé à essayer de développer mon système. Moi, j'étais vraiment sur ce modèle-là et j'ai essayé de faire comprendre les choses. Et une des premières remarques qui m'a été faite, c'est « et les ascédiques, comment ça va se passer avec les ascédiques ?»
Donc, tu vois, je suis tombée quand même de très, très, très haut parce que je n'avais pas compris, en fait, où étaient les problèmes des gens aujourd'hui. Enfin, disons que si, je vis dans la société d'aujourd'hui. Donc, mais si tu veux, pour moi, raisonner et réagir comme ça veut dire, en fait, avoir abdiqué tout pouvoir et toute humanité sur son destin et sur son destin privé et collectif. Donc, je voulais aussi rappeler que les groupements d'intérêt, c'est aussi le retour de la responsabilisation individuelle. Mais quand on a une responsabilité, en contrepartie, on a une place dans la société. On a un statut social. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres vivants et des animaux qui vivent ensemble. C'est ça qui fait que nous révélons dans la plénitude de ce qu'on est capable de faire sur cette terre. C'est en tant qu'individu dans un groupe. Christophe? Oui, pour abonder sur ce que vient de dire Valérie, les réflexes des gens avec lesquels nous pouvons échanger sur les groupements d'intérêt sont des réflexes de l'ancien logiciel. Ils sont parfois salutaires. C'est vrai qu'on se dit, mais d'où vient cette question et pourquoi d'abord penser aux allocations chômage? Et en prenant un peu de recul, on se rend compte que c'est ce que disait Marion tout à l'heure. C'est un plan. On a mis les gens dans un logiciel d'assister. On est coupable, on est des mauvais élèves, on est des mauvais salariés, on est des mauvais patrons, on est des mauvais fils, des mauvais pères. On a le sentiment universel qui est la culpabilité, qui a été utilisée à outrance pour replacer les individus tout petits face aux institutions. Et donc, nous avons accepté que la politique, c'était de déléguer. C'était tous les 2, 3, 4 ans d'aller mettre un bulletin dans une urne. Et nous avons un logiciel d'administrer. Alors que nous devons aujourd'hui nous placer dans un rôle d'administrateur, celui de notre vie, celui de notre domaine d'activité, sans forcément aller se mêler de tous les domaines d'activité, mais surtout dans celui pour lequel je suis compétent. Et c'est vrai qu'il y a un changement de logiciel à opérer qui fait que les gens ne se sentent pas capables, parce que ça fait quand même 70, 80, 10 ans que le système leur montre, alors ils n'ont pas tous cet âge-là, mais qu'ils ne sont pas bons, qu'ils n'ont pas à faire ça, qu'ils ne comprennent pas, que le droit est un langage qu'ils ne parlent pas, que les institutions ont un fonctionnement qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent laisser faire les sachants, ceux qui ont fait les grandes écoles. Donc on a construit ce système pour mettre les gens vraiment à côté de leurs responsabilités et de leur dire c'est trop compliqué, laissez-nous faire. Et on voit où ça nous a amené. C'est pour ça que je parle pas d'urne, mais je parle du funéraire surtout. C'est moi. Dans des urnes funéraires. Je trouve que il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, dans l'Ancien Régime, les gens votaient, ils votaient tout le temps. Hein, ils votaient tout le oui, temps. Mais justement. Ils votaient mais ils votaient pour ici, ils votaient pas pour ailleurs. Ils votaient pas pour ici. Et j'ai d'ailleurs trouvé un village où ils avaient des difficultés à élire un syndic. Enfin, je me souviens plus exactement ce qu'il s'agissait d'élire, mais ils n'y arrivaient pas. Ils ont fait un tirage au sort. Hein. Voilà. Donc, mais c'est dans ce village-là, pas dans celui d'à côté. Dans celui-là, ils ont résolu le problème par un tirage au sort. Voilà. Et j'en profite ça évoque une réflexion pour moi, ce que tu viens de dire, Marion. J'en profite aussi pour dire que ce qui est tout à fait mortifère, c'est la tendance générale que nous suivons depuis déjà plus de 200 ans, à tout uniformiser. Je dirais que la vie, c'est la diversité. C'est la raison pour laquelle je suis un peu ennuyée quand on me dit mais comment ça va fonctionner ces groupements d'intérêt, parce qu'en réalité je voudrais que les gens eux-mêmes trouvent leur mode de fonctionnement. C'est exactement ça. Je ne vais pas imposer de façon autoritaire par le haut ou par le travail que j'ai fait un mode de fonctionnement à chacun des groupements d'intérêt. Il n'en est pas question. C'est justement là où le changement de paradigme se trouve. C'est aux gens à réinventer leur propre mode de fonctionnement. Et je dirais que ce qui me fera le plus plaisir au monde, c'est de découvrir que tous les groupements d'intérêt fonctionnent différemment, ont des modalités de représentation différentes, ont des modalités de structuration et de règlement intérieur radicalement différents, voire parfois opposés. C'est ça qui me fera le plus plaisir finalement. Donc il faut que chacun adapte son mode de fonctionnement à ses propres problématiques.
et ce que je ne peux pas anticiper, moi, de l'extérieur et même de loin et même de l'intérieur. D'où, à mon sens, l'aberration de vouloir absolument, et suivez mon regard, enfin je le dis en toute amitié et en toute gentillesse, hein, de vouloir à tout prix rédiger une constitution. Ça sera la dernière chose à faire. D'abord, on reconstitue la base, et une fois que la base sera véritablement constituée, la constitution, il n'y a même pas besoin de l'écrire, elle coulera dessus. Exactement. Merci Marion. Je n'arrive pas à faire passer ce message tout à fait simple et simpliste. Les gens ne comprennent pas. Mon Dieu, si on leur retire leur constitution, on a l'impression qu'ils sont morts et qu'ils ne peuvent plus vivre sur cette terre. C'est tout à fait aberrant. J'ai remplacé la constitution par une charte des valeurs intangibles de la France. Et cette charte est un guide, un guideline, puisque on est à la mode américaine ou à la mode britannique. Eh bien, je vais le dire en anglais, mais ça m'arrache la bouche, je vais le dire, pour que ce soit bien compris. Cette charte, c'est la ligne directrice qui doit servir de valeurs fondamentales, comme le catholicisme a disparu, ça remplace le catholicisme, et cette charte, on ne peut pas y déroger. Il y aura une responsabilité civile, pénale et tout ce qu'on veut, sociale, à chaque individu ou groupement d'intérêt qui dérogerait à cette charte. Indépendamment de cette charte, c'est open bar pour l'organisation autonome. Les deux seules règles que j'impose, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait Marion, qui est le fonctionnement naturel des groupements d'intérêt et des corporations d'Ancien Régime, c'est-à-dire que toutes les décisions qui peuvent être prises par la base ne doivent pas remonter. Elles sont prises au niveau où elles doivent être prises. Et puis, deuxièmement, c'est effectivement le mandat impératif, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on a trouvé, désigné, tiré au sort ou nommé ou voté pour son représentant, le représentant a une mission particulière à remplir et s'il déroge de cette mission, il est automatiquement révoqué. C'est un mandat. C'était le travail des syndics dans les communautés villageoises. Hein. Le syndic, il était là pour une mission très très précise et il la remplissait. Et on ne se battait pas pour être syndic. Hein. Alors le syndic, ça pourrait être l'équivalent du conseil communal, enfin, ou finalement du cabinet du maire. Le syndic, c'est celui qui, une fois que le village a décidé, est porteur de la décision vis-à-vis de l'intendant, enfin vis-à-vis de l'autorité publique, vis-à-vis du seigneur, vis-à-vis du village à côté. Du moment qu'il y a groupement, il y a syndicat. S'il y a syndicat, il y a syndic. Hein. Et le syndic, il est porteur de la décision et il ne peut que porter la décision qui a été prise. Il ne peut pas en porter une autre. Comme le vocabulaire a tellement été, comment dirais-je, changé, donc je pense qu'on peut rester sur l'idée de maire et du cabinet du maire, finalement, mais qui remplit exactement cette fonction, puisque c'est une fonction naturelle et qui correspond à un besoin réel. Alors, le maire d'Ancien Régime, il n'existait pas en tant que tel. Hein. C'est un truc qui a été inventé après, hein, le maire. Effectivement, la communauté villageoise était souveraine et le syndic était son représentant. Voilà. Et le syndic, il est élu tous les ans. Hein. Christophe, je voulais ajouter quelque chose. Ensuite, je voudrais faire une remarque, si vous voulez bien. Mais tu allais dire quelque chose, Christophe. Oui, une toute petite chose pour clore enfin, pas clore, mais en tout cas, rajouter une petite explication sur ce sujet de difficulté de compréhension entre les personnes qui nous contactent parfois et le travail qui est à faire. Les gens sont naturellement, par l'organisation qui est autour d'eux, focalisés sur eux-mêmes et sur leurs galères, sur leurs crédits, sur leurs allocations, sur leurs salaires, sur leurs vacances. Et c'est difficile pour eux de se dire « Attends, je vais laisser tout ça de côté et je vais bosser pour les autres. Je vais travailler pour le futur. Je vais travailler pour mes enfants, pour mes petits-enfants, ne sachant même pas ce que je vais manger demain ou est-ce que je vais… Pourquoi pour les autres? Donc, il y a un vrai besoin d'altruisme, de se repositionner au sein d'un groupe et d'une nation pour se dire que ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, c'est pour nous-mêmes, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Oui, pas que, pas que. Trop focalisé sur la traite, on posait la question. Oui, mais c'est très fondamental, ce sujet que tu évoques, Christophe, c'est vraiment fondamental, mais c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'en travaillant pour le collectif, ils travaillent aussi pour eux. Ah oui.
ils ont trop divisé, on a trop divisé dans leur cerveau les gens les uns contre les autres, on les a remontés les uns contre les autres. Et je dois dire que cette crise covidique peut aussi être une opportunité, c'est quelque chose que j'aime bien répéter, mais vous savez qu'en chinois, le terme crise, ça signifie deux choses, ça signifie à la fois danger et opportunité. Et cette histoire alors là, on est en plein dans le sujet, parce que cette histoire de crise covidique va peut-être permettre de ressouder le petit patronat avec les salariés, qui tous les deux sont victimes justement du pouvoir exécutif, du gouvernement, de ce qui sert de gouvernement à la France. Parce qu'il ne gouverne pas et il ment en permanence. Donc, c'est vraiment… donc, si vous voulez, cette histoire de crise covidique a aussi c'est comme tout, et ça c'est l'histoire de toute l'humanité et des organisations sociales, il y a toujours des effets pervers, en tout cas qui n'étaient pas prévus et qui se produisent. Et quand le vice est au pouvoir, les effets pervers, c'est le bien, en fait. Et là, en l'occurrence, un des gros sujets, ça va être de réunir dans un même groupement d'intérêt des gens qu'on a habitués à être antagonistes, c'est-à-dire le salarié et le patron. Et ça, c'est un problème qui est très, très fondamental dans notre société actuellement parce qu'ils sont habitués à fonctionner dans l'antagonisme. Et en réalité, cette crise actuelle est une opportunité inespérée de faire comprendre à ces deux catégories d'individus qui sont toutes les deux gravement victimes du système actuel. Et j'insiste beaucoup parce que le petit patronat, c'est lui qui a été un des plus massacrés dans les 30-40 dernières années. Donc, il est temps pour les salariés et les petits patrons de comprendre qu'en fait, ils sont du même côté. Et donc, je les invite à se réunir en groupement d'intérêt par type d'activité et non plus à être dans un antagonisme stérile qui les empêchera de reformuler leur position sociale et de reformuler une vie saine dans une société saine. Alors, moi, je voudrais ça m'évoque quelque chose que tu es en train de dire. Je me rends compte que l'ennemi essentiel du système d'Ancien Régime, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'égalité. Un système, le système des corporations fonctionnait par une voie hiérarchique. Et on a aboli la hiérarchie pour faire l'égalité, et l'égalité, c'est la barbarie. De toute façon, on ne peut être égaux. Bien sûr, l'égalité, c'est une utopie. Tout le monde le sait, Marion. L'égalité dans la nation n'existe pas. C'est une oppression. L'égalité, c'est une tarte à la crème qu'on nous impose. Moi qui ai été syndicaliste et moi qui ai fait du gauchisme, en fait, voilà, j'ai jamais manifesté pour l'égalité de quoi que ce soit. L'égalité, on nous l'impose. On nous force à l'accepter. C'est jamais quelque chose qu'on réclame. Et l'égalité, c'est ce qui a remplacé la hiérarchie. Or, la hiérarchie, c'est absolument indispensable. Indispensable. L'apprenti n'est pas l'égal du maître. Je suis désolée, c'est comme ça. Parce que la hiérarchie est indispensable aussi, c'est parce qu'elle permet de canaliser en fait les rapports sociaux. Bien sûr. C'est-à-dire que dans un système où il n'y a pas de hiérarchie, en réalité, tout le monde se croit en mesure de vouloir imposer sa propre volonté à autrui. Et donc, qui gagne, en réalité, c'est exactement la définition de la loi de la jungle. Qui gagne, eh bien, c'est le plus fort. Donc, et c'est exactement ce que les financiers ont voulu faire en imposant ce système, puisque c'est eux qui sont à l'origine. Donc, c'est très clair. L'affiliation est très claire et la finalité également. Mais c'est très important, effectivement. Je te remercie, Marion, d'avoir soulevé ce sujet, parce que la hiérarchie ne doit pas faire peur. Celle qui fait peur, c'est celle d'aujourd'hui, parce qu'elle est illégitime. C'est une hiérarchie qui n'est fondée sur aucune valeur légitime, c'est-à-dire ni la compétence, ni comment dirais-je, la connaissance, c'est fondé… L'autorité. C'est fondé sur l'autoritarisme. Et l'autoritarisme, c'est l'antithèse de l'autorité. Donc, en réalité, on est dans un non-État, on est dans un non-fonctionnement. C'est vraiment l'antimatière qui est au pouvoir actuellement. Donc, c'est pas effectivement, le système hiérarchique a fait ses preuves au cours de toute l'histoire de l'humanité. Et il n'y a pas de moyen d'y déroger si on veut canaliser les pulsions mortifères qui existent dans une société qui n'est pas organisée. En plus, le système hiérarchique n'est pas un système figé. Je veux dire, on monte dans la hiérarchie. La hiérarchie, c'est bien sûr. Ah bah bien sûr. La condition pour que la hiérarchie puisse fonctionner, c'est qu'elle ne soit pas figée, justement. Absolument. Est-ce que le meilleur exemple de la hiérarchie, ne serait pas la cellule familiale?
dans laquelle on accepte cette hiérarchie naturellement, mais dès qu'il s'agit d'un schéma de société, alors là, on ne la veut plus. On imagine qu'on peut vivre dans une société sans argent, sans règles, mais dans son foyer, on impose des règles, il y a une hiérarchie, et puis on ne va pas confier le portefeuille de la maison aux enfants de 6 ans. Donc, oui, mais on a une préférable. Normalement, on a une capacité naturelle à... Exactement. Je dis, actuellement, il y a un danger suprême concernant la famille, c'est qu'on parle maintenant des droits de l'enfant et qu'on explique aux enfants qu'ils ont le droit de dire non aux parents et un jour, on va leur donner le portefeuille. Hein, et en plus, Marion, on y est bientôt. Ils ont le droit de se faire injecter expérimentalement contre l'avis de leurs parents. Enfin, c'est effectivement, oui. C'est-à-dire qu'on inculque aux enfants que la hiérarchie dans la famille doit également être abolie au nom de l'égalité. L'égalité, c'est le diable, hein, excusez-moi, mais c'est l'horreur. L'égalité, c'est l'horreur. C'est juste ce qu'il ne faut pas. Hein. Bah, c'est la loi du renard dans le poulailler. Voilà. Et puis c'est la seule égalité qui existe, c'est l'égalité par le bas. Hein. C'est quand on sera tous des fourmis, on sera tous égaux, on est d'accord. Mais j'ai pas envie d'être une fourmi. Et vous non plus, je pense. Pas du tout. J'écrivais dans un article que j'ai publié il y a quelques jours en forme de provocation. Et pour essayer de décrire la perversité du système dans lequel on nous fait vivre aujourd'hui. Et je disais qu'à titre personnel, en tant que père, je préférerais revivre sous les 10 commandements de Moïse que sous les 533 000 lois et décrets de la République maçonnique. Non, on est bien d'accord. Bravo. Je crois, Eric, que tu es très en dessous de la réalité avec tes 5500. Hein, 533 000 lois et décrets. D'accord, pardon. Oh, c'est peut-être plus avec toutes les directives qu'il a fallu intégrer, tout ça. Non, ça, c'est sans compter ce que l'Europe de Bruxelles nous a rajouté en plus. Oh là là. Non, mais là, les 10 commandements, c'est d'une simplicité biblique, comme on dit. Absolument. Trop de lois, tu la loi, tout le monde le sait. Trop d'impôts, tu l'impôt. Trop de tout, tu tout, en fait. Hein. C'est vraiment c'est le principe de la destruction par le surplus. Et c'est le principe de l'utilité. Vas-y, Christophe, je t'en prie. Non, je disais, c'est le principe que Valérie développe dans beaucoup de ses travaux, c'est que le droit est un outil indispensable parce qu'il est le garant d'une forme de transmission des valeurs qui permet au groupe de vivre ensemble et de faire société. Mais cet outil a été utilisé pour dominer les peuples, pour les étouffer et pour les étouffer. 533 000 lois et décrets. Rien que de l'entendre, je suis étouffé. Je manque d'oxygène. Donc, non, mais c'est numéro 1, on abolit toutes les lois. Mais c'est fait pour empêcher les entreprises de se développer, c'est fait pour empêcher les artisans, les professions libérales, les gens de s'épanouir. Et si vous n'avez pas une armée d'avocats, de fiscalistes pour aller dans les paradis fiscaux ou pour vous conseiller, pour savoir comment passer entre toutes ces lois, vous ne pouvez pas. Donc, Christophe, il faut confirmer, pour synthétiser tout ça, si vous n'êtes pas gros, vous êtes mort. Donc, c'est la loi de la jungle, c'est les plus gros qui s'en sortent. Parce que si tu es petit et que tu as des avocats, tu ne peux pas les payer pour aller dans les paradis artificiels. Et même si tu es petit, que tu arrives à payer, tu te saignes pour aller payer des avocats pour aller au paradis artificiel, tu te feras virer par les gros qui ne veulent pas de toi. Donc, le paradis artificiel n'a pas été créé pour les petits, très clairement, indiscutablement. Donc, effectivement. Tu veux dire le paradis fiscal Je l'appelle le paradis artificiel, mais oui, c'est joli. Ça fait plaisir, tu suis, Marion. Ça fait plaisir. Non, mais effectivement, il faut qu'on réussisse d'abord à faire comprendre aux gens qu'ils sont victimes d'un formatage intellectuel. Parce que 533 000 lois et décrets n'ont pas pour objectif de simplifier la vie quotidienne des individus, mais bien au contraire. Voilà, c'est un barreau supplémentaire à la prison, si j'ose dire. On essaye de compliquer tout ce qui peut être simple. Parce que, indépendamment de ça, les 533 000 lois et décrets ne s'appliquent pas aux puissants dont tu parlais, Valérie Bugeaud, mais à nous, le petit peuple. Bien entendu, puisqu'elles sont faites justement pour asservir le petit, le culpabiliser,
en disant, écoutez, regardez, la fraternité, il faut sauver les pauvres, mais en fait, c'est eux qui créent les pauvres, et c'est les pauvres qui sont chargés de sauver les pauvres pendant que tout argent s'enfuit au paradis, hein. Donc, paradis artificiel, paradis international. Vous savez que maintenant, tout est géographiquement organisé au niveau international, au niveau économique, monétaire, financier. Donc, le sujet, là, il est vraiment vital. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, ce n'est pas un petit sujet. C'est le seul sujet qui est capable de mettre fin à cette tyrannie actuelle, à cette dystopie actuelle, à cette démence collective qui prend la forme de troubles mentaux graves et qui génère dans les populations des troubles mentaux graves parce que tout fonctionne à l'envers. Les gens n'ont plus leur place nulle part, on culpabilise tout le monde et puis les plus gros sont les rois du monde. Enfin, hors d'atteinte, oui, de la morale. Oui. Mais non, et puis on a cassé complètement le lien entre pouvoir et responsabilité via l'anonymat. Et c'est un système économique qui a été développé. L'anonymat, justement, c'est ce que j'explique. C'est la raison pour laquelle il est très important dans le nouveau système de réformer le droit et en particulier le droit de l'entreprise. Parce que c'est par lui que tous les malheurs sont, si je puis dire, sont quelque part arrivés. En tout cas, pas que par lui, mais il a été un pilier fondamental du développement de cette iniquité et cette infamie sociale que nous connaissons aujourd'hui. Alors justement, vas-y Marion, je poserai ma question après, vas-y, je t'en prie. Je voudrais dire quelque chose qui me semble très important de dire maintenant, pour ne pas l'oublier par la suite, c'est que, en fait, quand on parle de reconstituer les corporations d'Ancien Régime, on s'entend opposer que les corporations d'Ancien Régime, c'était l'horreur, c'était l'épouvante, regardez, tous les témoignages qu'on avait, ça fonctionnait pas, c'était mauvais, c'était mal, si elles sont tombées, c'est qu'elles étaient inefficaces. Il y avait des excès, Marion. Évidemment, il y avait des excès, il y avait des choses à réformer. Enfin, il y a une chose est de réformer, une autre est de supprimer. Je tiens à dire ici, et là, je vais encore rendre hommage à l'excellentissime Stephen Kaplan, c'est que les arguments qui ont servi à supprimer les corporations étaient mensongers. On a fait pour supprimer les corporations comme on a fait pour supprimer la police des grains, on a menti. Voilà, les Lumières, c'est la fabrique du mensonge. On a menti auprès du roi qui a cru à un moment donné, quand on a dit Majesté, le peuple des campagnes réclame la libre circulation des grains. Il a dit ah bon, il n'avait pas d'informations contraires. Je veux dire, les canaux habituels étaient faussés. Et quand on a expliqué à Louis XVI qu'il fallait supprimer les corporations parce que le peuple réclame la liberté de travailler, comment ça, le peuple n'est pas libre de travailler? Non, on empêche le peuple de travailler. Il est obligé de s'incorporer pour travailler. Le peuple réclame la liberté. Avec des grands mots comme la liberté d'eux, on arrive à convaincre qui on veut. La campagne de libéralisation de l'économie, d'abord l'économie, le mot est né à ce moment-là, hein, on a disait au début la physiocratie, après on a dit l'économie, c'est-à-dire une espèce de science nouvelle, je vais mettre des guillemets à science parce que l'économie c'est pas une science, c'est avant tout une idéologie et un certain nombre de dictates. On a réussi à renverser tous les systèmes qui étaient pour le bien commun et qui étaient pour la protection des plus humbles, à coup de mensonges, de mensonges. Il y avait une fabrique de mensonges, et les mensonges concernant les corporations, c'était gratiné. On a fait des pamphlets, on a fait des contes qu'on a distribués de droite et de gauche, on a inventé des personnages fictifs qui racontaient comment c'était épouvantable. Un père de 24 enfants essaie de les placer dans la corporation, il n'y arrive pas, il faut absolument renverser le système. Mensonges. C'était une boîte à propagande mensongère, avec le grand menteur en chef qui était Voltaire. Encore, lui, s'est pas occupé des corporations, mais il s'est bien mêlé de la circulation des grains. Il a participé au mensonge. Il faut savoir, et c'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire, mais enfin, je suis pas là pour vous en convaincre, je crois que vous en êtes convaincus, que quand on va vous opposer des arguments contre les corporations, il faudra vraiment revenir aux sources et expliquer comment ça fonctionnait véritablement, parce que le mensonge a été énorme. Je vais vous donner un mensonge, juste un. Les corporations sont odieuses parce qu'elles favorisent les fils de maître. C'est-à-dire qu'un fils de maître aura plus de chance. Non, les maîtres sont tous fils de maître. Si on n'est pas fils de maître, on ne sera jamais maître. Bon, eh bien, il y avait 30% des maîtres qui étaient fils de maître. Ça en faisait 70% qui ne l'étaient pas, d'accord? Ça, c'est un chiffre. Ça, c'est une réalité historique. Et de dire, pour être maître, il faut être fils de maître, c'est un mensonge.
Et bon, à l'époque, aujourd'hui, on est quand même privilégié entre le mensonge et la révélation du mensonge. Maintenant, c'est à la vitesse de la lumière. Concernant les mensonges du siècle des Lumières, ça a pris quand même quelques décennies, et pour pas dire quelques siècles. Voilà. Alors, oui, quelques siècles. On va vous en informer. On va vous opposer des arguments fallacieux. Voilà. Tiens, mais ça nous rappelle quelque chose, Marion. Le mensonge, c'est une méthode de gouvernement qui n'a jamais cessé depuis cette époque, puisque aujourd'hui, on nous impose la picouse en nous faisant croire que tout le monde va mourir d'un virus, d'ailleurs, fort problématique en lui-même. Dans la mesure où déjà il a été fabriqué. Donc, le mensonge est à tous les étages. Aujourd'hui, on n'en est jamais sorti non plus. Le mensonge selon lequel il faut détruire la famille parce que les enfants sont les plus malheureux chez eux, ils seront beaucoup mieux quand l'État s'occupera d'eux. Enfin bon. Voyons. On connaît toutes les tyrannies, toutes les dictatures. Elles sont effectivement fondées sur une appréciation fallacieuse de la réalité fondée sur le mensonge d'État collectif général. Et c'est la raison pour laquelle les gens doivent se réveiller parce que ils sont endoctrinés par du mensonge. Tout ce qu'on leur raconte, c'est du mensonge. Il faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte. À la limite, les gens seront beaucoup mieux informés en réfléchissant par eux-mêmes, en n'ayant pas d'informations, qu'en écoutant et en lisant tout ce qu'on leur bassine du matin au soir à longueur d'année. C'est épouvantable. Mais je veux faire une parenthèse. Des fondamentaux, pardon. Alors, on remercie Eric justement de participer à la destruction du mensonge en étant un média dissident. Je pense que ça fait partie des fondamentaux qu'il va falloir redéfinir. La vérité est un bien. La vérité, c'est un absolu. Tu sais, j'ai rencontré un monsieur. Je vais voir je ne sais pas si je l'ai intégré dans ma charte des valeurs, mais je vais la revoir pour intégrer cette donnée fondamentale. J'ai rencontré un monsieur en Israël il y a de nombreuses années qui s'appelle Benny Morris et qui a fait des révélations fracassantes sur la façon dont l'État d'Israël s'est créé par la destruction de villages palestiniens et tout. Alors quand il a fait, c'était un bon juif bien comme il faut, et quand il a fait ses découvertes, il y a des gens qui lui sont tombés dessus et qui lui ont dit pourquoi vous avez fait ça. Mais il a dit mais c'est la vérité. Vous voulez que je vous justifie la vérité? Mais la vérité c'est un absolu. Un absolu. J'ai dit merci monsieur. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est la vérité. Point. Il faut le rappeler ça. La vérité c'est un absolu. On n'a pas besoin de justifier de dire la vérité. La vérité ça se dit. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Point. Christophe, on va revoir la charte des valeurs pour vérifier bien que cette donnée est bien intégrée dedans, parce que je suis parfaitement d'accord avec Marion. Il n'y a aucune société ne peut se bâtir valablement et fonctionnellement sur du mensonge. Donc la vérité c'est fondamentalement une valeur fondamentale à laquelle on ne peut pas déroger. Mais justement, vous me tendez la perche pour faire une petite parenthèse. Le formatage des cerveaux des êtres humains commence par l'école. Grâce à toi, Marion, j'ai découvert des choses sur la Révolution française que j'ignorais, parce que moi aussi, je suis un petit formaté de cette culture française. Je mets culture entre guillemets parce que ce n'est pas de la culture. On a le cerveau rempli de demi-vérités et de gros mensonges. Souvent, autour de moi, ici en Italie, je vis en Italie, on me dit toujours vous êtes un peuple révolutionnaire, on attend beaucoup de vous. Qu'est-ce qui se passe en France? On vous observe parce que on va vous suivre, il faut que vous réussissiez à allumer l'étincelle, vous êtes un peuple révolutionnaire. Alors quand je leur explique ce que j'ai appris grâce à toi, c'est-à-dire que 300 à 400 individus ont démarré la Révolution française à Paris, qui étaient plutôt des mercenaires que des vrais révolutionnaires. Quand je leur explique que le sujet qui était débattu à l'Assemblée constituante au mois d'août 1789, c'était l'attribution ou la non-attribution de la citoyenneté française aux 40 000 juifs de France, quand je leur explique que le 2 octobre ou le 2 novembre de mémoire, la première loi qui a été votée par l'Assemblée constituante a été la légalisation de l'usure. Je leur dis, à votre avis, à qui a profité cette révolution? Ouais, tu as oublié pour l'été la déclaration de la libre circulation des marchandises. Oui. C'est fondamental. Alors là, c'est l'horreur. La libre circulation des marchandises, c'est dans le monde entier, Marion. C'est l'horreur absolue. C'est le début de la révolution. Alors que le pays est en état d'insurrection contre. Le peuple était en état d'insurrection contre.
ils ont fait passer leur loi, ils ont fait passer leur constitutionnalisation de l'économie de marché alors que le peuple entier était vent debout contre. Mais Marion, ils ont fait la même chose au niveau mondial aujourd'hui et c'est ce qui nous amène directement à la 3e et dernière guerre mondiale. Les populations, on leur a jamais demandé leur avis quand ils ont créé l'OMC en 94 et qu'ils ont justifié la libéralisation totale, la suppression des barrières non tarifaires et des barrières tarifaires et non tarifaires, c'est-à-dire la libéralisation totale de la circulation des biens et des marchandises et des personnes, Bon, parce que la libre circulation des monnaies, c'était déjà acquis. Ah oui, là c'est ton sujet là. Non, mais bon, je veux dire, tout ça, il faut quand même que les gens comprennent qu'on est dans l'imposture universelle et la captation, la prédation du pouvoir politique par une caste de financiers dont il faut aujourd'hui s'émanciper. Je suis désolée, on ne pourra pas construire le monde de demain avec des gens qui n'arrivent pas à s'émanciper de cette domination, parce qu'il s'agit d'un processus de domination. C'est clairement un processus de domination. Alors justement, c'est un point, ma chère Valérie, qui, je l'ai lu dans des commentaires, où on disait, oui, ce que dit Valérie est intéressant, mais elle ne pointe jamais la source du problème. À qui profite le dérèglement de ce système. Mais je veux juste finir mon propos sur la Révolution française. Combien de Français savent que leurs ancêtres ont fait la Révolution pour permettre aux banquiers d'établir l'usure? Les Français doivent savoir cette vérité. La première loi votée par l'Assemblée constituante, ça a été la légalisation de l'usure. Alors on est passé des sujets de la monarchie à esclaves des banquiers. Et en 232 ans, notre situation d'être humain n'a fait que s'aggraver. Ce simple détail-là devrait être su et diffusé par le plus grand nombre, parce que quand les Français comprendront qu'on leur a raconté des histoires, que cette révolution de 1789 était une révolution colorée, qui fait d'eux, aujourd'hui, les esclaves des banquiers, on en arrive à pointer, comme je le disais Valérie, la responsabilité de ceux à qui profite le crime. Et il faudra bien finir par les citer et dire, voilà, nous sommes... Alors, je vais répondre à ce sujet parce que ça commence à me chauffer, ces histoires-là. J'ai clairement identifié qui était à la direction de ce processus. Ce sont les grands banquiers internationaux coalisés déjà dès le 16e, 17e siècle. Donc, ces grands banquiers-là, il y a quelques familles en effet, mais aujourd'hui, enfin, depuis l'avènement finalement de l'Empire britannique, ces banquiers-là ont trouvé leur quartier général à la City de Londres. D'accord ? Donc, c'est eux qui contrôlent la City de Londres. C'est un mélange de vieilles familles régnantes, de nouveaux banquiers enrichis grâce en particulier à la révolution industrielle, hein, mais qui étaient déjà relativement puissant avant, et là ça relève des compétences de Marion, surtout cette histoire-là, mais je dirais que donner des noms aujourd'hui n'a qu'un intérêt limité, parce que ce qui nous a servi, c'est pas derrière ces personnes-là, c'est le système qu'ils ont mis en place. Si vous démontez le système qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire l'anonymat, la rupture le lien qui lie le pouvoir et la responsabilité, si vous démontez leur système et leurs mensonges, ils ne sont plus rien. Ces gens-là n'existent déjà plus. Donc, l'intérêt n'est pas d'identifier clairement telle ou telle personne, surtout qu'il s'agit de familles à ramifications variées. Certains membres de la famille ont plus ou moins de responsabilité dans le système d'ensemble et que cette responsabilité, de toute façon, elle est sur plusieurs générations. Comment vous allez attraire en responsabilité l'arrière-grand-père qui a organisé les pires saloperies de la Terre par rapport au petit-fils qui est un peu con, hein ? Expliquez-moi. Non mais... Je veux dire, l'important pour moi, c'est vrai qu'à un moment, il faudra mettre un terme à ça en mettant des noms sur les personnes qui ont fait des malfaçons. C'est vrai. Mais je dirais que pour nous, au point où on en est aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de démonter le système et démonter, de rendre leurs armes inopérantes. Si vous démontez, si vous les désarmez, ils ne sont plus rien. Et après, vous pouvez les attraire en responsabilité. Le mouvement inverse n'est pas possible.
Le mouvement inverse n'est pas possible parce qu'ils ont élaboré un système qui les protège définitivement et ce système est pervers et ce système est létal pour nous, pour les populations. Donc moi, je propose la chose suivante, on démolit leur système et ensuite on s'occupera des responsabilités. C'est pas bête. Elle est pas bête, Valérie. Hein, le modèle sociétal. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment, Christophe? Répète. Christophe, je disais, effectivement, Valérie a raison. Si on a un véhicule aujourd'hui qui est lancé depuis 300-400 ans, si on fait sauter le pilote du véhicule, le véhicule va continuer à avancer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de casser le système. Si on fait sauter les personnes, d'autres prendront leur place. On se focalise sur les gens et on oublie tout le mécanisme qu'il y a derrière qui a été créé et qui est celui qui nous emporte. Donc c'est une bataille d'ego qui fait plaisir à l'ego justement, mais qui n'a aucun sens et qui n'est pas constructive. Et aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut avancer. Merci Marion de me comprendre. J'ai au moins 2 personnes qui me comprennent et ça me remonte le moral parce que vraiment, d'être toujours mise en cause sur ceci, dénonce pas les personnes. Les personnes sont interchangeables et de toute façon, si vous les en éliminez une, il y en aura toujours une autre qui arrivera. Donc le problème de dire on va se débarrasser de Macron une fois qu'on sera débarrassé de Macron. Mais ça ne résoudra pas notre problème, clairement. Alors Macron, il est particulièrement doué pour aggraver les problèmes, mais du coup, il met aussi en évidence les dysfonctionnements internes de notre société. Donc finalement, il est tout en étant le plus malhonnête de tous, c'est lui qui nous met face à notre propre réalité. Donc il fait émerger l'honnêteté, paradoxalement. Donc, je dirais que quelqu'un de plus mollasson serait plus vicieux parce que ça serait encore resté la poussière sous le tapis, les cadavres dans le placard. Là, aujourd'hui, tout est sorti. Les cadavres sont tombés, le placard ouvert et les tapis plein de trous, la poussière sort. Donc, je dirais que se débarrasser de Macron n'est pas un sujet aujourd'hui. Se débarrasser du parlementarisme représentatif et de fondé sur cette fallacieuse séparation des pouvoirs, c'est notre réel sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette réforme des institutions qui est, à mon avis, beaucoup plus puissante que de donner des noms précis pour aller venger et mettre des potences sur 1 ou 2 personnes. Ah, comme c'est sage, Valérie. Alors justement… Tu sais, Marion, j'ai choisi la chouette Athéna pour me représenter. Alors ça encore, on m'a accusé de tous les mots là-dessus. C'est la chouette, c'est la sagesse, la connaissance et la stratégie militaire. Bravo. Donc, moi, je suis Athéna, voilà. Bon, alors pour prolonger ta réflexion, ma chère Valérie, si tu te souviens, lorsque nous avons fait une émission ensemble, je t'ai posé 2 questions. Est-ce que nous vivons dans un état de droit et est-ce que nous vivons dans une démocratie? Et à ces 2 questions, tu as répondu par la négative. Nous ne sommes ni dans un état de droit, ni dans une démocratie. Alors, comment fait-on pour changer les institutions dans un état de non-droit et dans un pays qui n'est pas démocratique? Ça, c'est toute la problématique. Déjà, il faut comprendre pourquoi on n'est pas dans un état de droit et pas dans une démocratie. Parce que si on ne comprend pas ça, on va changer pour faire quoi? Enfin, il faut comprendre pourquoi. Alors, justement… Alors, on n'est pas dans un état de droit. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné le droit naturel et que les droits fonctionnels n'a qu'une valeur limitée pour, comment dirais-je, garantir une sécurité juridique. On s'en aperçoit tous les jours. Ils pondent des règles et dès qu'elles les dérangent, ils s'empressent de les violer et d'en pondre des nouvelles. Ce qui fait que finalement, les nouvelles ne sont plus cohérentes avec les anciennes. Enfin bon, on arrive dans un brouillamini, une espèce de marais, de marécage puant qui n'a strictement plus rien à voir avec du droit, en tout cas ce qu'on entendait par le droit historiquement. Deuxièmement, la démocratie, je le répète, la démocratie n'est valable qu'à partir du moment où les populations sont elles-mêmes porteuses d'une partie politique, pas d'une partie au sens d'un parti, mais d'une cellule politique en elle-même. Elles sont elles-mêmes le politique. Et si on ne retrouve pas une situation dans laquelle les gens représentent en eux-mêmes une partie du pouvoir politique global, et donc c'est ce que je propose, c'est la raison pour laquelle je propose de réinstaurer, d'instaurer les groupements d'intérêt sur le modèle des corporations d'Ancien Régime, c'est pour justement que chacun récupère une fonction politique dans son quotidien sans aller déléguer à des autres le fait de voter des lois pour soi-même. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'élément fondamental sans lequel on ne pourra rien bâtir. Donc, la réponse
évidemment est négative. Nous ne sommes ni en démocratie, ni dans un état de droit, mais il faut comprendre pourquoi. À partir du moment où vous ne respectez plus les règles que l'observation de la nature vous impose, et ça c'est vrai pour les sciences dures, mais c'est aussi vrai pour les sciences humaines, il y a des règles intangibles. Une des règles, c'est la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Ça, c'est une règle intangible. Si vous bâtissez toute une société en ne respectant pas ces règles-là, qui sont des règles que l'observation de l'histoire de l'humanité vous donne, vous n'arriverez pas à une société viable. D'accord ? D'accord. Maintenant, alors... la problématique, c'est la transition. Effectivement, maintenant, on est dans le marécage le plus épouvantable de tous les temps. Comment faire cette transition? Et alors là, j'ai pas la réponse parce qu'elle ne peut pas venir de moi, la réponse, en réalité. Elle ne peut venir que d'une prise de conscience. Tu as déjà proposé la réponse. Je me permets, Valérie, puisque tu l'as déjà proposé la réponse. En fait, les gens attendent un schéma et un plan d'attaque assez. Il faudrait leur donner un GPS très précis. Et en fait, ce GPS, il est devant eux. Il faut juste apprendre à le lire. Il n'est pas fait comme les autres. Marion l'a dit en début d'émission. C'est par le bas. Quand on n'est ni dans un état de droit, ni dans une démocratie, comment est-ce qu'on change les choses? Ce n'est pas par le haut, c'est par le bas. Donc, concrètement, à quoi ça correspond? Ça correspond aux discussions que nous avons avec Valérie et les différentes personnes qui nous appellent. Commencer par se réunir. Ça, c'est très concret, c'est se voir physiquement dans une même localité. Et on est dans le principe de la subsidiarité. Donc, il faut que ce soit déjà très local. Quand on se réunit dans la même localité, on a les mêmes impératifs économiques, environnementaux, on est parfois assujetti aux mêmes problèmes et donc qui appellent les mêmes solutions. Donc ce regroupement en localité, il a des synergies à opérer, il a des bénéfices à apporter. Ensuite, une fois que ces gens se sont réunis, il faut qu'ils fassent en sorte d'identifier leur domaine d'activité. Et là, on va avoir différents niveaux de responsabilité. Un chef d'entreprise et un autre, une profession libérale, un professeur, un médecin, un associatif, un retraité. Il faut que ces gens-là opèrent des synergies avec leurs connaissances. Qu'est-ce qui va empêcher? Rien. Deux personnes qui sont dans le même domaine d'activité, ou voire même juste deux patrons. Un patron dans l'industrie et un patron dans le commerce. Ils font une association de leur petite ville. Cette association, elle va avoir pour fonction d'être un mini-patronat, très local pour eux. Et cette association va passer de 2 à 10 personnes. Parce qu'ils vont réunir leurs copains entrepreneurs en se disant, regardez, on a commencé à faire quelque chose, parce que dans mon entreprise, je suis le patron, donc je peux imposer, ou en tout cas commencer à travailler avec la co-gestion, avec la co-décision, commencer à instaurer les principes que Valérie décrit dans l'entreprise Nouvelle Norme. Et là, je commence à avoir un impact sociétal sur mes clients, sur mes fournisseurs, sur mes collaborateurs. Cette petite association très locale de 2 patrons va se transformer très bientôt en une association de 250 patrons qui sera régionale et qui va pousser le patronat local dehors, parce que les mecs ne servent plus à rien. Et donc, tous les petits patrons d'à côté vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on irait continuer à donner notre oseille à la CCI du coin, aux représentants qu'on voit une fois tous les 2 ans, qui ne nous a jamais rien apporté, alors que là, on a à côté de nous des patrons qui sont réunis, qui font du concret, voilà, c'est super, je veux en être. Et d'un coup d'un seul, cette puissance économique locale aura bouté dehors la marionnette qui ne servait à rien. Et si les gens arrivent à faire ça un petit peu chacun dans leur domaine, mais ça prend du temps. En fait, c'est ce qu'on n'a plus. On est dans l'immédiateté. On a envie que Valérie, en un claquement de doigts, elle amène une solution avec des lumières partout, des sens, des feux rouges, une signalétique. C'est pas le cas. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire. On a une matrice, on a un mode d'emploi qui est d'ailleurs le seul valable, mais qu'il va falloir du coup appliquer nous-mêmes, donc retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Se tromper plein de fois, faire des erreurs, en avoir marre, être découragé et pourtant continuer à y aller. Il y a quand même une idée, c'est très intéressant ce que tu viens de dire là, mais je voudrais quand même rappeler que dans un groupement d'intérêts, l'intérêt de 2 patrons, c'est pas ça. Ça va être le patron, par exemple le patron d'une pharmacie avec le kiné, avec l'infirmière, avec le médecin, etc. Oui. Les groupements d'intérêt, c'est plutôt par type d'activité que par… Oui, bien sûr, pardon Marion, je faisais une petite parenthèse. Pardon Marion, vous avez absolument… Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Je répondais à la question sur le concret qui relie ce que Eric nous demandait tout à l'heure. C'est une question qui est très concrète et qu'on nous pose souvent. Comment on fait dans un État qui n'est pas un État de droit et qui n'est pas une démocratie pour changer les choses? Et il y a une forme de découragement parce qu'on a l'impression que la montagne est trop haute à gravir. Et step by step… Moi, je suis en train de voir autour de moi là.
Voilà, marche par marche, on y arrive et on commence à se regrouper. Et si dans le groupement, on n'est pas pour le moment plein de professions de santé, c'est pas grave. Il faut qu'on trouve des synergies. Il faut qu'on trouve des synergies pour s'aider. Et cette synergie, elle va faire s'agréger d'autres personnes. Et après, on pourra créer les groupements d'activité qui seront propres au domaine d'activité, comme tu le dis, Marion, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est en train de se créer autour de moi. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. On est sur Auxerre, là, on est en train de s'organiser comme ça. Là, ce qui se prépare, là, c'est. Alors, je voulais. Valérie, vas-y. Je voulais juste pour préciser un peu les choses, c'est que en phase intermédiaire, ce qu'est en train de décrire Christophe, il a appelé ça le collectif d'intérêt. C'est la phase antérieure au groupement d'intérêt. C'est la phase où les gens se réunissent par localité. Quel que soit leur type de métier, commencent à discuter ensemble et c'est ce qui pourra ensuite générer les groupements d'intérêt. Donc, sans cette phase intermédiaire, le groupement d'intérêt ne pourra pas émerger et c'est ce que Christophe a parfaitement élucidé et compris. C'est lui qui a compris ça et qui comprend que pour la mise en œuvre des groupements d'intérêt, il faut commencer par ces collectifs d'intérêt. Marion, si tu arrives à générer des gens qui arrivent à s'organiser en groupement d'intérêt, j'ai donc créé cette association, une association qui va me permettre, qui a pour objectif de me donner les moyens de mettre en œuvre cette réforme des institutions sur le territoire et partout où les gens le souhaiteront. Et donc, je serai un organe coordinateur. Donc, les gens qui géreront les groupements d'intérêt, ça serait bien qu'ils puissent se référer à moi, que je puisse les référencer dans mon association sur le site ou d'une autre façon, de façon à pouvoir faire circuler les informations d'un groupement d'intérêt à un autre et coordonner en fait un peu tout ce système pour arriver à une cohérence d'ensemble. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, ben, on va suivre ça. Hein. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Justement. Alors, pour revenir à la question que je venais de poser, puisqu'on est dans un état de non-droit et que nous ne sommes pas dans une démocratie, est-ce que le citoyen doit s'affranchir de la loi et du droit et reconcevoir ou concevoir sur la base d'un socle de valeurs et de principes communs de principes communs, comme le disait Marion en début d'émission, au sujet des corporations. Et il y a deux secteurs qui me semblent prioritaires. C'est la médecine, puisque les médecins, 40% d'entre eux, dans 3 jours, sont dans la panade. Mais pas seulement eux. Ce sont tous les malades qui vont être dans la panade, parce que déjà, avant, on avait du mal à faire face, les infirmiers et les médecins réclamaient des moyens et du personnel. Avec 40% d'infirmiers et de médecins en moins, ça va être tragique comme conséquence pour les gens qui ont besoin d'être soignés. Et puis, il y a un autre secteur qui me paraît tout autant prioritaire, c'est l'éducation. Nos enfants qui vont être exposés à une éventuelle injection Voilà. Alors, comment on peut organiser d'une manière concrète ces deux secteurs d'activité-là en urgence, si j'ose dire? Alors, Eric, déjà, tu me disais, est-ce qu'il faut s'émanciper du droit actuel? S'affranchir, oui. Il y a une réponse pragmatique et il y a une réponse juridique. Juridiquement, il est impossible de s'en émanciper parce que tout l'appareil d'État est mis au service de ces lois mafieuses. D'accord? Donc, juridiquement, théoriquement, on ne peut pas s'en émanciper, à moins de renverser par la force que nous n'avons pas. Donc, le gouvernement peut le faire, mais pas le citoyen. Voilà, c'est ça. Mais de façon pragmatique, de facto, on en est déjà émancipé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que avoir 530 000 lois, plus toutes les réglementations, sans compter que ces lois, elles changent d'un mois sur l'autre, d'accord, ça génère une incohérence entre toutes les lois qui n'est pas possible de respecter puisque tout est incohérent et même contradictoire. La plupart de ces lois sont contradictoires. Donc, la réponse théorique n'est pas la bonne. La bonne réponse, c'est la réponse factuelle. C'est que trop de lois tuent la loi et qu'en réalité, les gens sont déjà émancipés d'un système dans lequel ils ne comprennent plus rien et qui est devenu fou. C'est un système de dingue où les lois se contredisent les unes avec les autres, se changent d'une semaine à l'autre, n'apportent plus aucune sécurité juridique, donc n'ont plus de légitimité politique.
Émancipés ou emprisonnés? Émancipés ou emprisonnés? Comment ça, émancipés ou emprisonnés? Non, tu dis que les gens s'émancipent eux-mêmes de ces 533 000 lois. Ils sont de facto émancipés parce qu'ils ne peuvent pas les respecter. Même avec la meilleure volonté du monde, ils ne pourraient pas. Donc, ils sont pas les gens sont emprisonnés par ces 530 000 lois et du coup, oui, mais ils s'émancipent de leur fonctionnement, ils s'émancipent de la fonction des lois, ils sont émancipés de l'utilisation des lois, mais ils sont emprisonnés par elles. Ils sont émancipés du concept de loi puisqu'il n'est plus praticable, il n'est plus applicable. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas parallèlement harcelés par le système en place. Mais ils sont de facto émancipés parce que les règles ne sont pas applicables pour la plupart. D'accord, mais on te précise quand même que nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais ça, c'était un principe qui était valable du temps de la loi faite sous l'Ancien Régime, justement. Ce principe n'est plus valable quand vous avez 530 000 lois qui changent tous les 15 jours. Bien entendu que non. Il y a celles qui sont votées qui n'ont pas les décrets d'application et tout. Enfin, non. C'est complètement délirant. Là, c'est complètement délirant. On en est où, le décret d'application est antérieur à la loi. Alors, vous avez déjà. Non, mais c'est ça, le sujet, il est là. En fait, on est dans un système dément, donc il n'est pas applicable, donc il est déjà obsolète. Donc, s'en émanciper, c'est pas un effort, c'est spontané pour se réorganiser, en fait. On a besoin de trouver aujourd'hui une réorganisation, une organisation, puisque tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour générer du chaos. Donc, spontanément, il faut s'organiser en groupement d'intérêt. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire rapidement? Eh bien, les gens qui sont dans l'urgence doivent reprendre un tout petit peu de maîtrise d'eux-mêmes et se dire, bon, voilà la situation, faire un état des lieux et se dire, bon, maintenant, on repart de zéro et c'est nous qui allons générer nos propres règles. Et finalement, c'est peut-être une situation plus facile, mais à condition d'avoir du sang-froid, à condition d'observer et de raisonner à froid. Alors, il est vrai que les conditions physiques, matérielles sont terribles, mais je dirais que c'est d'abord avoir la maîtrise de ses émotions sur soi-même qui permettra de trouver la solution. Parce que, je le répète, je suis également en train de travailler sur une réforme de la monnaie qui pourra, le jour où elle sera établie, peut-être être mise en œuvre directement. De toute façon, en attendant, il y a des expédients qu'on peut utiliser pour survivre et de toute façon, il faudra s'organiser en termes de survie locale. Je dois dire la chose suivante, et là je suis mal placée pour en parler, et pourtant j'en parle. La situation la pire, c'est la situation des gens qui vivent dans les grandes villes. C'est la situation la plus dangereuse qui puisse exister aujourd'hui. Absolument. Il y a un exode urbain, là. On voit ça à la campagne. Moi, j'habite à la campagne. Hein. On voit les maisons se vendent comme des petits pains. Les campagnes se remplissent. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Et à juste titre. Hein. Valérie, je veux pas remuer le couteau. Oui, Christophe, juste un instant, je voudrais aller au bout de mon propos. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais en même temps, tu dis, on ne peut pas s'affranchir de la loi parce que le système est conçu pour et au profit d'eux et au détriment d'eux, donc on ne peut pas s'en affranchir. Et en même temps, tu dis, mais on est affranchi de facto. On est émancipé de facto parce que le droit et ces 533 000 lois ne sont ni applicables parce que personne ne les connaît toutes. Hein. Il faudrait une vie. Et même une vie entière ne suffirait pas. Donc, je considère que la vie des avocats est très difficile parce que c'est invivable de gérer ça. Maintenant, le problème n'est pas… je confirme, j'assume ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas nous en émanciper des jurés, c'est-à-dire en droit, parce que tout l'appareil d'État est mis au service de cette mafia. Mais de facto, nous en sommes déjà émancipés parce que rien de tout ça n'est plus applicable dans la réalité. D'accord ? Bon, donc, mais est-ce qu'il est cette opposition entre le droit, enfin entre la forme et le fond. Parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une opposition radicale entre une coquille formelle qui nous gère, qui nous régit, et le fond dans lequel il n'y a plus aucune loi, plus aucune règle de valide. D'accord, réflexion.
Bon, c'est un peu contradictoire tout ça. Non, c'est une Non, réflexion c'est pas philosophique, je pense. En fait, si je peux me permettre, c'est pas Eric, contradictoire, c'est une c'est pas réflexion. contradictoire, Eric. C'est une situation C'est- inédite dans l'histoire dans laquelle les dirigeants se sont émancipés du peuple. Donc, au peuple à assumer le fait Ah, c'est qu'ils beau, sont ça. émancipés. Les dirigeants D'accord. sont émotionnels. Vous avez raison. J'aimerais D'accord. encore vous Je dire pense que, Christophe. je pense que vous avez raison tous les Vas-y deux. Christophe, vas-y. Valérie, je pense que vous avez raison tous les deux. Valérie répond sur un plan assez philosophique. Et toi, Eric, depuis tout à l'heure, tu as des questions qui sont et qui veulent répondre aux gens sur des problématiques très terre à terre, très pragmatiques, très terrain. Précise. Comment on fait pour nos enfants qui vont être à l'école demain? Comment on fait pour la santé? Et alors, je pense que Valérie, dans l'aspect philosophique, a raison. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous avons quand même su mener nos vies et avoir des activités différentes, voire même nous épanouir et réaliser certaines belles choses, malgré cette prison de loi que nous avons au-dessus de nous. Donc vous avez raison tous les deux, elle nous emprisonne, mais pourtant on a réussi à faire des belles choses avec. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça, que nous ne sommes pas de facto prisonniers, mais que nous sommes quand même encore un petit peu maîtres de nous-mêmes, et il faut qu'on utilise cette maîtrise qui nous reste pour réécrire les choses. Et pour répondre à ta question de manière un peu froide, qu'est-ce qu'on peut faire sur la santé et sur l'éducation? Là, tout de suite, pas grand-chose. Il faut le dire aux gens, il n'y a pas grand-chose à faire, à part résister et se réunir. Donc, on a des connaissances en Belgique qui ont créé des écoles alternatives. Elles existent, elles ont des très bons résultats, elles accueillent différents niveaux, elles ont des très bons élèves et elles ont des meilleurs résultats aux examens que les écoles traditionnelles. Pour la santé, c'est plus compliqué. Il y a aussi une alternative de médecine douce et cellulaire qui essayent de prendre le pas, mais ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal. On leur fait des procès, on les embête, on récupère leurs malades pour les vacciner. Les cancers qu'ils avaient soignés reviennent, donc ils sont obligés de tout recommencer. Donc c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et même pour des gens qui ont commencé il y a 20 ans. Donc, tous ceux qui se réveillent aujourd'hui et qui veulent une solution un petit peu instantanée, ça va être très compliqué. Il va falloir rentrer dans une forme de résistance, il va falloir lâcher le schéma traditionnel qu'on avait de société, parce que peut-être qu'il faudra sortir les enfants de l'école et du coup, peut-être soi-même changer de profession pour se libérer du temps. Enfin, c'est très compliqué et chacun a sa vision par rapport à ça. Mais c'est une vraie problématique qu'il faut gérer et on peut mieux la gérer quand on est en groupe. Et en fait, l'intérêt de lier ce que tu demandes, toi, Eric, avec ce que propose Valérie, c'est de dire, c'est ce qu'on a fait avec la jonction des collectifs d'intérêt et des groupements d'intérêt. Les groupements d'intérêt doivent opérer un travail de fond qui ne sera peut-être pas visible par ceux qui l'ont écrit. Peut-être que ces principes seront appliqués alors qu'ils seront partis depuis bien longtemps. Donc, on fait un travail de fond pour les générations futures. Le problème, c'est que ce travail de fond ne me remplit pas le frigo, ne protège pas mes enfants et ne paye pas mon loyer. Donc, pour ne pas demander aux gens d'être en dissonance cognitive, c'est-à-dire s'occuper de l'avenir alors que j'arrive même pas à m'occuper de mon présent, c'est de dire, OK, réunissez-vous dans un premier temps en localité, voyez combien vous êtes, essayez d'opérer des synergies pour votre quotidien. Qui a besoin d'un reclassement? Qui a besoin de... Tiens, je veux quitter mon métier de comptable. Je voudrais aller faire une immersion avec Eric dans le journalisme. Je viens chez toi, Eric, est-ce que tu m'acceptes une semaine? Je viens voir comment tu bosses, comment tu travailles. Et peut-être que je vais commencer autre chose. Ou alors, on se cherche des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. Bref, il faut qu'on essaye de s'aider. Et une fois qu'on a essayé de trouver des synergies dans notre quotidien, on est assez nombreux et on peut extraire de ces collectifs des groupements d'intérêt par domaine d'activité qui vont commencer ce travail de réécriture de fond. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier les deux parce que sinon, on ne traite pas les problématiques du quotidien. Celle-là même dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Moi, je sais que j'ai, parmi mes invités, j'ai reçu avec Bruno Guig, je ne sais pas si tu as vu l'émission, Valérie, Bruno partage la même analyse que toi sur l'état de non-droit et la fausse démocratie. On avait reçu le docteur Éric Loridan, qui dans 3 jours va se retrouver chômeur. Mais pour autant, il ne cesse pas d'être médecin. Il maîtrise son art, il est en mesure de pouvoir soigner des patients, mais hors du cadre habituel, c'est-à-dire le Conseil national de l'ordre des médecins, l'hôpital. Bon, lui, comment il va pouvoir organiser
concrètement sa vie en dehors du système? Alors, Eric, je n'ai pas de réponse immédiate parce que je l'ai rappelé en tout début d'émission. Si nous n'avons pas de définition satisfaisante, juridique satisfaisante de la notion de médecine, on a en revanche un délit très clair qui est celui de l'exercice illégal de la médecine. Donc, oui. C'est le problème auquel les médecins et les soignants vont se heurter pour pratiquer leur métier en dehors des clous. C'est la raison pour laquelle, et c'est là où il faut quand même comprendre de quoi il s'agit, si les médecins se réunissent le temps qu'ils puissent subvenir à leurs besoins avec le chômage, se réunissent entre eux, arrivent à faire un groupement d'intérêt, un lobby citoyen donc puissant sur la médecine qui font tomber l'ordre des médecins. Et ben dans ces cas-là, l'exercice illégal de la médecine ne tient plus, je crois, parce que il me semble qu'elle est soumise à l'adhésion à l'ordre des médecins. Donc, un des sujets fondamentaux, c'est de faire tomber l'ordre des médecins. Et si vous mettez la pression sur le personnel politique en place, si en tant que groupement d'intérêt, ils sont suffisamment nombreux pour mettre une pression définitive sur le personnel politique en place pour faire tomber l'ordre des médecins, qui est un ordre vichiste, hein, qui n'a aucune légitimité ni professionnelle ni politique, et bien dans ces cas-là, on commence à respirer un peu mieux. D'accord ? Et ensuite, il y a un travail de fond sur la définition de la médecine à faire. Comme je l'ai rappelé au début, je suis prête à entamer ce travail. Je ne peux pas le faire seule. Donc, j'ai besoin de gens qui se dévouent à ce sujet. Je leur donnerai des directives de travail, mais je ne peux pas le faire moi-même parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Bon, Marion, je te donne la parole tout de suite après parce que je sais que tu voulais intervenir, mais au fond, nous sommes prisonniers d'un paradoxe. Tout à l'heure, tu disais que on est prisonnier d'un état de non-droit, d'une mafia finalement, mais on est quand même tenu d'obéir aux lois de cette mafia. Moi, pour ma carte mentale à moi, c'est trop. Moi, je considère qu'à partir du moment où je vis dans un état de non-droit et où les mafieux gouvernent, je m'affranchis de leurs règles, je m'affranchis de leurs droits et je m'affranchis de leurs lois. Le problème, Eric, c'est que tu n'as pas les forces armées pour te permettre d'assumer cette émancipation. C'est tout. Il y a trois métiers, je pense que Eric, il y a trois métiers il y a trois professions et trois domaines d'activité qui sont en souffrance. L'alimentation, l'éducation et la santé. C'est aux gens qui travaillent dans ces… Je suis pas là pour jeter le propre sur quoi que ce soit, c'est factuel, c'est comme ça. Les gens qui travaillent dans l'alimentation, s'ils font pas ça eux-mêmes dans leur AMAP ou qu'ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, ils ont certainement contribué à filer de la merde à bouffer aux gens. Ceux qui sont dans l'éducation, s'ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, à comment ils l'ont fait, ils ont certainement contribué à mettre de la merde dans la tête des gens. Et ceux qui sont dans la santé, même s'ils n'ont pas voulu ça, ils ont aussi contribué à diffuser des messages pourris et à donner des habitudes de santé qui sont antinomiques néfastes à leurs concitoyens. Donc, c'est vrai que ce sont trois professions. Moi, je discutais avec quelqu'un qui est très proche du milieu médical et qui me disait, mais quelle solution pour ces gens-là? Quelle solution pour ces gens-là qui veulent arrêter? Et ben, je leur disais, mais c'est triste, mais eux, ils sont dans la merde. Oui, effectivement, il y a un choix personnel à faire qui est déjà de maîtriser ses émotions et de se dire, alors, soit je continue pas. Mais je vais me mettre en marche. Et très clairement, oui, moi qui suis dans l'immobilier aujourd'hui, qui était dans la formation avant, j'ai moins ce problème-là. Ceux qui sont dans l'éducation nationale, ils peuvent changer les choses. Dans leur classe, dans leurs cours, ils peuvent commencer à changer les choses. Ceux qui sont dans l'alimentation aussi. Les médecins, c'est plus compliqué. L'exercice illégal de la médecine, il existe. L'exercice illégal de l'apprentissage du français ou des mathématiques, il est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, pour les médecins, il y a une vraie problématique qui est je dois quitter mon emploi et je dois dire non à mes 15 ans d'études ou à mes 9 ans d'études. C'est très, très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle pour ces gens-là. Oui, il n'y a pas de solution miracle, sauf à ce que les gens se regroupent. Parce que imaginez que toute la collectivité… C'est en train de se faire, en fait. Oui, c'est en train de se faire, mais ça va prendre un peu de temps. Mais si vous imaginez 60, ne serait-ce que 60 ou 70% des médecins qui s'émancipent du système actuel, ça tombera par la force des choses. Parce que finalement, ça fera douter tous les autres. Ça fera douter aussi les forces de l'ordre qui seront moins enclines à obéir à des ordres débiles et à des ordres comment dirais-je, létals pour eux-mêmes et leurs enfants. Vous comprenez ?
Donc, le problème, c'est le mur du mensonge et le mur de l'individualisme, c'est-à-dire arriver à se projeter dans un univers dans lequel on ne peut rien faire seul, mais en groupe, on peut tout. Et c'est ça le sujet. Pour ces gens-là, le sujet, il est là. Et c'est pas philosophique, c'est à la fois philosophique et concret. Parce que les choses mettent longtemps à se mettre en place, mais une fois qu'elles sont en place, ça bascule d'un instant à l'autre. C'est vraiment d'une dynamique tectonique. Les choses mettent longtemps à se préparer, mais quand elles arrivent, c'est radical. Et là, à partir du moment où les gens radicalement se seront organisés dans un but, une finalité saine, et ils auront décidé d'y aller ensemble, bah c'est fini, ils ont gagné, ils ont déjà gagné. Donc le problème, c'est vraiment lutter contre l'individualisme et contre le fait de penser que tout repose sur sa petite personne. Non, en fait, le problème ne repose pas sur sa petite personne et sur le fait de pouvoir rembourser son crédit, mais sur le fait de pouvoir s'allier avec les autres pour rendre tout ça inefficace. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. Enfin, c'est ce que je vois s'organiser à Auxerre notamment. Enfin, je veux dire, tous les gens qui sont menacés, tout le personnel médical à quelque niveau que ce soit qui est menacé, est en train de se regrouper. Et les bonnes volontés qui vont les aider à la fois financièrement, logistiquement. Enfin, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Oui, c'est ça. Mais alors, le danger, l'écueil aussi, c'est que ça se fasse de façon non consciente. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience formelle sur toutes ces dynamiques. C'est important d'identifier les oui. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Maintenant, je vois peut-être la vie par le petit bout de la lorgnette. Hein. Auxerre, c'est une petite ville. Mais oui, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se faire. Et effectivement, il faut certainement le formaliser, mais pourquoi pas, je veux dire. Et ça va prendre du temps. Et ça va faire des dégâts. Pardon ? Parce que je disais, ça va prendre du temps, comme disait Valérie, et ça va quand même faire un peu de dégâts. Eric, je suis d'accord avec toi. Je vis dans une petite localité. On essaye de réorganiser en ce moment, on essaie de se regrouper et de réorganiser notre alimentation, l'éducation de nos enfants. Moi, je suis donc, comme je te le disais, dans une activité qui n'est pas dans ces trois domaines-là, ni la santé, ni l'éducation, ni l'alimentaire. Troisième, pardon. L'alimentaire. Ni l'alimentaire. Mais j'ai 2 personnes dans mon entourage qui sont kiné et ostéo. La kiné, elle s'est arraché les cheveux tout le week-end parce que mardi, elle ne sait pas si elle se fait vacciner ou pas. Elle ne sait pas si elle perd son emploi ou pas. On essaie de l'entourer, elle est face à elle-même. Et le kiné, il ferme son cabinet. Après 10, 12 ans de patientèle, il ferme son cabinet. Il n'a pas le choix, il est meurtri. Ça fait une semaine qu'il le vit très, très mal. On essaye de l'entourer. Voilà. C'est vrai que nous, on n'a pas cette problématique-là parce qu'on n'a pas ces métiers-là. Mais oui, ça va se faire avec des fracas, malheureusement. Et je partage ton sentiment de paradoxe qui me fait moi aussi bugger la carte mentale. Nous devons respecter des règles qui nous tuent. Attends, je voudrais poser une question. Si moi j'ai besoin d'une séance de kiné et que je vais voir ce kiné-là et que je le paye de la main à la main, j'ai besoin d'une séance de kiné, il me donne une séance de kiné. Moi, je passe pas par la sécurité sociale, je passe par rien du tout. Je vais dire, moi, je vais le payer. Quand il n'est pas dénoncé, ça va. Après, évidemment, quand il n'est pas dénoncé, pour exercer tous les gains de la médecine. Ben oui, non. Viens Marion, du coup, je te prends un rendez-vous avec ma copine la semaine prochaine, Marion. Ça reste peut-être un peu loin hein, pour Marion. C'est ce qu'on lui dit, Marion. Il y a le ballon dirigeable. Ouais, t'as raison, Marion. Aux deux, c'est ce qu'on leur dit. On essaye de leur dire, tenez bon, et on va vous trouver des patients et on vous payera de la main à la main. Et vous verrez qu'en fait, il y aura plein de gens qui vont avoir besoin de vous parce qu'ils ne voudront pas se faire vacciner, ils ne voudront pas aller se faire soigner en montrant leur couleur. Et les médicaments qui se passent de la main à la main, ça se fait en ce moment. Là. Voilà. Donc, mais il y a un moment de doute que Eric évoquait très bien. Il y a un moment de paradoxe qui fait que là, pour certains, les fils se touchent. C'est pas simple de trouver les solutions et oui, on est encore une fois maltraité. C'est vrai que le kiné qui ferme son cabinet et qui est tout seul, il y a de quoi se mettre une balle, mais il faut surtout pas, parce que des gens qui ont besoin de kiné et qui n'ont pas envie de passer par la maison de santé où on va leur faire mettre le masque en arrivant, moi je t'en trouve, hein. Moi, si je peux éviter d'aller à la maison de santé, le masque, merde. C'est ce que j'essaye c'est ce que j'essaye d'exprimer. Au fond, on n'a pas d'autre alternative, Valérie, que de s'affranchir de fait du système, de mettre en place un système parallèle. Mais oui. CQFD.
C'est ça qui est en train de se faire. Mais moi, je propose d'intégrer tout ça dans un ensemble cohérent et qui soit viable de fonctionnement ensemble. Absolument. Exactement. J'accompagne la marge. Ouais. C'est ça. Le système qu'on crée à la marge ne doit plus être à la marge. Il faut qu'on l'écrive sur papier pour qu'il devienne la norme. Donc, pour le moment, on se réunit en petits groupes, en petits collectifs. Ces collectifs vont donner naissance à des groupements d'intérêt par domaine d'activité. Ils vont pouvoir réécrire les choses et d'un système marginal, on va en faire la norme. Il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas que ce système qu'on crée se cache. Il faut qu'on se cache pour le moment pour se protéger. Mais il faut qu'on écrive ce qu'on fait, il faut qu'on écrive comment on a créé ces écoles alternatives, comment on repense notre alimentation pour que ces écrits restent et qu'ils soient ensuite prolongés et aboutis et gravés dans le marbre comme étant le nouveau fonctionnement, notre nouveau fonctionnement. Absolument. Mais ça demande beaucoup de force morale et je dois dire quand même, il faut faire le constat que nous sommes dans des sociétés qui ont tout fait pour affaiblir la force morale des gens. En les mettant sous médicaments, en tolérant les addictions multiples et variées. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une situation dans laquelle la capacité, la qualité est rare, devient très rare. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais rien fait bâti sur une majorité. C'est toujours une minorité de gens très forts qui ont finalement fait basculer les choses. Donc là, il s'agit de force morale, en fait. Voir Jeanne d'Arc. L'exemple de Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc, c'est avant tout une force morale. En fait, on demande aux gens de sortir de l'autoroute balisée, où tout est indiqué, où on leur dit, voilà… On leur dit, vous allez sur une route où il n'y a pas de lumière. Mais c'est eux d'allumer les lumières. pour s'adapter à un chemin rempli de ronces. Une vie nouvelle où ils auront à se prendre en charge eux-mêmes, à inventer leur propre existence. Mais je crois que c'est ça qui leur fait peur, oui. Et moi, je me rends compte de ça parce que, bon, moi, j'avais cette discussion avec une de mes amies aujourd'hui et je disais, moi, je peux tout perdre ce soir. Demain matin, je me relève et je recommence à bâtir. Donc, je suis pas attaché à l'aspect matériel, à l'argent, aux biens, je m'en fous. Je perds tout ce soir, demain matin, je me lève et je recommence. Parce que je ne compte que sur moi et je me fais suffisamment confiance pour ça. Alors, sans entrer dans les détails personnels, moi, j'ai organisé ma vie ici pour essayer de parvenir à une espèce d'autosuffisance alimentaire, au moins au niveau des fruits. Et j'y suis parvenu puisque de janvier à décembre, j'ai à peu près tous les fruits dont j'ai besoin et que je consomme. Tout ça avec objectif d'échapper évidemment à l'alimentation industrielle. Je vais chercher mes œufs dans une ferme, je vais acheter mon poulet chez un fermier, j'évite d'acheter du pain industriel, j'évite de bouffer des conserves dont vidées de 70% de ses propriétés nutritives et vitamines. Enfin, j'ai adopté un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus sain. Combien de personnes vont être capables de faire le même chemin, de dire moi je renonce à mon supermarché qui est la solution de facilité, je renonce à mon mode de vie urbain parce que j'ai tous les magasins en bas de chez moi, j'ai le métro, j'ai le cinéma. Alors, Eric, c'est plus simple à dire qu'à faire parce que quand vous êtes une famille, bah, ça ne dépend pas que de vous. Il y a aussi des gens qui ont des contraintes à côté, l'école. Voilà. C'est pas si simple. En réalité, cette transition, elle est douloureuse et c'est comme un enfantement. Vous savez, c'est exactement une de mes interlocutrices qui me disait, mais Valérie, c'est un enfantement et un enfantement, ça se fait toujours dans la douleur. Et je vous confirme, ça se fait dans la douleur. Donc, rien de positif n'arrivera dans la facilité et la douceur. Donc, la douleur est nécessaire à l'enfantement. Mais néanmoins, il est quand même important de s'occuper de ce qui se passera après. Et donc, je dis, la force de caractère, c'est d'être capable de se projeter dans un avenir alors que l'actuel est difficile, l'actualité est difficile. Et c'est là où j'invite les gens à avoir du courage. Et souvent, dans mes émissions, quand on me demandait quel est le mot final, eh bien, le mot final, pour moi, dans une émission, c'est d'appeler au courage. Vous devez être courageux parce que sans courage, vous n'aurez rien. Vous n'aurez aucune action.
et vous n'aurez aucun honneur et vous n'aurez que des ennuis. Donc, le courage est fondamental. Ouais, le problème, c'est que les gens ont le cerveau formaté depuis l'enfance, depuis l'école, pour être assistés, faibles, toujours en demande, et n'ont pas la capacité ni la force de caractère pour dire je vais prendre en charge ma propre existence. Oui, mais Eric, je te répondrai par le droit naturel. Une des grandes règles de la nature, c'est les plus forts qui s'en sortent. Et en l'occurrence, les plus forts, c'est pas ceux qui ont les finances, c'est ceux qui ont le mental. Aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Alors, il va y avoir des morts sur le bord des routes. Donc, oui, en fait, Eric, je lis dans tes paroles et dans ton langage corporel une forme de... je te suis un petit peu, je connais ton altruisme et ton humanisme, et j'ai l'impression que tu as envie d'apporter plus de solutions concrètes aux gens qui sont autour de toi et qui n'ont pas fait le cheminement qui est le tien, et que tu vois pas comme des faibles, mais comme des victimes du système dans lequel ils ont grandi, et tu as envie d'aider. J'admire tes volontés, et je suis désolé de te dire qu'elles sont difficiles à toutes réaliser, parce que si ça devait se passer il y a 1 an et demi en arrière, tout ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. On a accepté, on a avalé les pires couleuvres depuis 1 an et demi, et je dois constater et le faire avec beaucoup de tristesse que la plupart de nos semblables sont hébétés. Et plus ils sont cultivés, parfois, plus ils sont hébétés. Ah oui, donc c'est très difficile de se dire qu'il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés au système, qui ne veulent pas le lâcher. C'est trop difficile de se déconstruire. Et puis il y a des gens qui ne vont pas pouvoir, même avec la meilleure volonté du monde, passer à travers. C'est pas avec ceux qui ne peuvent pas qu'on fera quelque chose. Marteau. Pardon, Marion. Voilà, et il faut qu'on essaie d'en sauver le maximum. Je pense que tu fais, Eric, c'est ce que tu fais. Tes émissions, elles contribuent à ça. Voilà. Oui, mais je m'adresse aux gens qui veulent m'entendre. J'espère que tes émissions, en tout cas, elles t'apportent ce petit... Attends, Marion, parce que si vous parlez tous les deux en même temps, on vous entend pas. Alors, Christophe, finis ton propos et après, je te donne la parole, Marion, parce que c'est important ce que tu disais. Marion, c'était important. Oui, là, je disais que je dis qu'on fait... Alors, je sais plus. Attends, laisse finir Christophe et ensuite tu prends le relais. Ok, vas-y, excuse-moi Christophe. Pardon Marion, excuse-moi. Non, je disais juste que Eric, tu sais ce que tu fais, tu sauves des gens que tu ne vois pas tous les jours avec tes émissions. Sans doute pas par centaines de milliers ou par millions comme tu le souhaiterais, mais c'est ce que font tes émissions. Elles le font beaucoup mieux que n'importe quelle manif. Donc bravo à toi pour ce que tu fais, et tu as déjà... Moi, malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai la foi qui me sert de moteur. Ce que je fais, c'est pour démontrer à Dieu l'amour que j'ai pour lui. Donc, je considère mes frères humains comme... j'essaye de faire pour mes frères humains ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. Rien de plus. Voilà. Marion, va au bout de ce que tu voulais dire. Oui, je veux dire qu'on a vraiment... Il ne faut pas perdre son temps à essayer de convaincre. On lance les vérités qu'on croit importantes à dire, on fait ce qu'on a à faire en direction de bonnes volontés. Et on ne va pas perdre son temps avec les gens qui ne veulent pas entendre. Il ne faut même pas les évoquer, je veux dire. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Les gens sont ci, les gens sont ça, ils ne sont pas assez ci, ils ne sont pas assez ça. On s'en fout, ce n'est pas à eux qu'on s'adresse. On s'adresse aux gens qui ont du cœur, on s'adresse aux gens qui veulent faire quelque chose. Les gens qui ne veulent pas faire quelque chose, on n'a pas 5 minutes de temps à perdre avec. Point. Oui, je suis parfaitement d'accord avec... Plus on dit la vérité, plus on a de chances qu'elle atteigne même les gens qu'on n'imaginait pas. La vérité, elle fera son chemin toute seule. Et elle atteindra ce qu'elle peut atteindre. Je suis d'accord avec Marion, on n'a pas de temps à perdre à essayer de convaincre les gens. C'est tout à fait inutile. Les garçons de cette émission sont les romantiques un peu fleur bleue, et les femmes de cette émission sont à l'image d'Athéna, plus stratège militaire. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une femme à côté de soi, parce que mesdames, sans vous, nous sommes perdus. Voilà, c'est vous qui nous apprenez à être plus solide, plus dur. On espère y arriver, on espère. Oui, c'est une belle mission en soi. Bah oui. Bon,
Valérie, j'aimerais donc que tu redises quelques mots sur l'association que tu as montée. Et comme je te le disais, je vais en parler à Éric Loridan, mais j'ai cette semaine un live qui se déroulera le jeudi cette semaine, avec un groupe de médecins de la Martinique où la situation est un peu tendue, bien que il me semble avoir vu passer une information sur la Guadeloupe, Oui. où là l'injection n'est plus obligatoire, ne serait plus obligatoire. Oui. J'ai pas vérifié l'info. Hein. Je sais pas si tu peux me la confirmer. J'ai vu passer plusieurs fois aujourd'hui, notamment dans une vidéo que j'ai pas eu le temps d'écouter, donc j'en sais pas tellement plus que toi, mais effectivement j'ai vu passer cette info et on me l'a aussi envoyée de partout. Donc je pense qu'elle doit être vraie et en tout cas bravo s'ils ont réussi à ça. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais c'est un chemin, une voie à suivre. Voilà, en tout cas, la Guadeloupe qui va nous montrer la voie. Voilà, jeudi, un groupe de médecins de la Martinique seront en direct et on va en savoir un peu plus. J'aimerais que tu nous reparles avant de terminer cette émission de cette association que tu as montée. Et quelle peut être l'utilité pour ces médecins de te rejoindre? Alors, l'association que j'ai créée a pour objectif de me donner des moyens humains et financiers pour mettre en œuvre ma réforme des institutions. Cette réforme passe de façon éminente par la création de groupements d'intérêt. Donc, les médecins que tu connais peuvent créer un groupement d'intérêt et ils seront des référents dans le cadre de mon association, qui pourront être repris d'ailleurs sur le site internet qui est en pleine réforme grâce à Christophe, au génie de Christophe, qui va se transformer en probablement 2 sites internet, un spécifique sur la réforme des institutions et l'autre plus personnel dans le sens où ça sera mes écrits, etc., mais qui seront pas ceux spécifiquement liés à la réforme un peu désincarnée de ma personne des institutions. Donc, dans le cadre de la création des groupements d'intérêt, j'ai besoin d'avoir des référents, des gens qui sont capables d'organiser un collectif, c'est-à-dire qui ont la capacité de mettre leur ego de côté, à gérer des personnalités multiples et variées. Donc, il faut une capacité en termes d'organisation et de gestion. Et ça, je ne sais pas si ça peut se trouver chez les médecins, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en trouver, mais à partir du moment où des médecins arrivent à s'organiser en groupement d'intérêt, entre eux, même s'ils sont pas très nombreux au départ, je suis intéressée à avoir le contact avec eux de façon à ce que tous les groupements qui se créent à un moment ou un autre, je puisse faire circuler les informations des uns avec les autres, qu'on puisse les coaliser au niveau peut-être régional, peut-être national. En tout cas, on va faire ce travail, j'espère que Christophe continuera à me seconder et à me soutenir dans cet effort-là. Et puis, il y aura peut-être d'autres personnes aussi. Donc, Christophe, tu confirmes ou pas être disponible pour ce travail de coordinateur des groupements d'intérêt? Christophe? Il est bloqué. Christophe, tu nous entends? Bon. En tout cas, peu importe sa réponse, l'idée, c'est que je puisse organiser au sein de cette association une coordination entre tous les groupements d'intérêt qui se créeront sur le territoire à un moment donné. Et pour lesquels j'aurai les moyens dans n'importe quel secteur d'activité. Exactement, n'importe quel secteur d'activité, mais il est évident que la médecine est un secteur qui est sous tension actuellement, donc c'est peut-être lui qui va lancer les grandes manœuvres. En tout cas, s'ils sont capables de le faire, je suis intéressée à avoir leur contact de façon à pouvoir faire circuler les informations des uns avec les autres et pouvoir coordonner un peu l'ensemble dans le cadre du système que je propose. Voilà, donc c'est l'intérêt, c'est de pouvoir justement organiser un ensemble viable avec des petits groupements qui vont se créer un peu partout. Christophe, voilà, est-ce que tu confirmes pouvoir me seconder dans cet objectif de coordination des groupements d'intérêt? Oui. Ah, super, merci. Bon, non, mais il avait... Je ne sais pas si vous m'entendez, mais oui. Oui, il avait fait signe comme ça. Bon, donc concrètement, essayer de faire exister rapidement des systèmes parallèles, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tous les
Marion, si tu veux intervenir en tant que formatrice dans les groupements d'intérêt pour leur expliquer à quoi ça sert et comment ils peuvent s'organiser, etc., eh bien, tu es la bienvenue dans mon projet et dans mon association. Alors, avec toute confiance, je te dis oui, Valérie. On aura besoin aussi de formateurs et de gens comme ça qui puissent mettre les choses en perspective à l'intérieur des groupements d'intérêt pour pas qu'ils tombent dans des impasses idéologiques ou autres, quoi. Absolument. Alors, ma réponse est oui. Ah, bah, c'est formidable. Formidable. Tu deviendras membre de mon association. Formidable. Avec plaisir. Valérie, tu en es où de ta fausse page Facebook? Est-ce que tu as réussi à obtenir non, elle prospère. Elle en est à 2000 amis. Non, tous les jours, elle prospère davantage. Elle est en pleine forme, cette fausse page Facebook. Je ne peux pas la faire fermer. Aucune autorité française n'a apparemment l'autorité justement de la faire fermer. Donc, j'en suis toujours au point 0. Enfin, si, j'ai déposé plainte. Donc, mais enfin, non, les gens adhèrent, ils sont contents d'aller dans cette fausse page. Oui, mais je pense que les gens ignorent que ce n'est pas toi et que c'est une fausse Valérie Bugeaud qui a créé cette fausse page. Bien sûr, ils ont repris toutes les photos de moi partout, qui circulent de partout, ils se font passer pour moi, ils donnent des infos en mon nom, c'est épouvantable. Mais c'est une usurpation d'identité, je ne sais pas comment faire plus que ce que j'ai déjà fait. En attendant peut-être de porter plainte avec constitution de partie civile, mais il faut que j'attende. Mais il faudrait... Je ne sais pas si je vais perdre mon temps à ça en vérité parce que j'ai besoin d'avancer et non pas de passer mon temps à me battre contre des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues et m'empêcher d'avancer en fait. Bon, mais en tout cas, on peut lancer... Il faudrait conclure, hein, Eric, je pense que... Oui, on peut, juste avant de conclure, on peut lancer un appel aux internautes pour qu'ils adressent une réclamation en nombre à Facebook pour dénoncer cette page qui est clairement responsable d'usurpation d'identité. Parce que si on commence par tolérer et accepter des choses comme ça, c'est la porte ouverte à tous les excès. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, à moi, à Marion, et ça, c'est quand même pas tolérable. Alors, moi, c'est commencé, là. On envoie des lettres prétendument signées par moi. Voilà. Je vous le dis, Valérie a été obligée de créer sur Facebook une page Valérie Bugeaud officielle pour contrecarrer cette page qui s'appelle Valérie Bugeaud et qui semble avoir de plus en plus d'abonnés ou d'adeptes. Alors sachez que cette page Facebook qui n'est pas Valérie Bugeaud officielle mais Valérie Bugeaud est une usurpation d'identité et que les gens s'adonnent à des activités qui me semblent peu recommandables, si j'ai bien compris, Valérie. Oui, il propose des financements douteux, et puis de toute façon, il porte atteinte à mon image parce qu'ils mettent en ligne des articles sans que je sois ni au courant, ni informé, ni sans que je sois d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, ils inventent une Valérie Bugeaud qui n'existe pas, quoi. Voilà. Alors, je vous invite à dénoncer cette page massivement. Peut-être que Facebook, à force de recevoir des réclamations d'internautes, finiront par céder, mais ça a quand même un objectif malveillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, bien entendu, ça c'est certain. Voilà. Merci infiniment, ma chère Marion, de ta présence. Ça a été un plaisir et un honneur pour moi de te recevoir. Je te l'ai dit. Ma chère Valérie, tu sais quel plaisir j'ai à te recevoir à chaque fois. Mon cher Christophe, je ne te connaissais pas personnellement, mais bien évidemment, je te suis aussi parce que je suis Valérie et je sais le rôle que tu joues dans le travail immense qu'elle accomplit. Je serai naturellement très heureux de te recevoir à nouveau. On essaye de planifier là dans les semaines qui viennent. On est en train de planifier, de fixer des rendez-vous. Il y aura Youssef Indy qui me fera l'amitié de revenir le 3 octobre. Amélie Paul avec qui je suis en contact, qui est cette lanceuse d'alerte québécoise d'une extrême vivacité d'esprit et avec un humour décapant. On est en train d'essayer de rendre ces émissions de plus en plus intéressantes grâce à vous tous. Nous, on prévoit de toute façon, ma chère Marion, je prévois de te réinviter d'ici 2 mois, 8 semaines pour refaire un point. Valérie, tu es ici chez toi, tu le sais très bien, tu n'as même pas besoin d'une invitation, il suffit que tu siffles et j'accours. Je vous dis merci infiniment.
Merci beaucoup. À vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous laisse avec mon générique préféré, celui qui m'évite de payer des droits d'auteur à YouTube. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Soyez heureux. Je vous aime. Je vous embrasse. Merci Eric. Merci à vous. Au plaisir de revenir te voir. Avec plaisir, Valérie, quand tu veux. Merci Eric. Au revoir Marion. Au revoir. Au revoir Valérie. Au revoir. Ciao. Quick. Bon, je vais vous faire un gros... Vous m'entendez là encore ou c'est fini? Attends. Voilà. mentir tant que l'on pourra. Pécher tant que l'on saura pourquoi. Et sans savoir où